Donc, comme vous avez pu le voir sur l'event, on fait une conférence intitulée Tips and Best Practices from CTOs. Donc, il y aura 3 invités. Je vais modérer, je vais poser une série de questions sur différents sujets liés au fait d'être CTO. Et du coup, après, ce sera interaction avec vous. Donc, sentez-vous libre de poser toutes les questions que moi, j'aurais pas posées, auxquelles j'aurais pas pensé. En intro, je vais juste vous dire quelques mots sur Ironac et sur ce que moi je fais, pourquoi je suis là. Ironac, c'est une école d'un modèle nouveau. Alors ici, c'est marrant de dire ça. On est sur un modèle différent de 42, mais c'est quand même une école d'un genre nouveau. Pour ceux qui connaissent le wagon, on est sur un modèle assez proche, donc c'est formation très courte, intensive. La différence, c'est que nous, on fait pas juste du web dev, on fait aussi UX, UI, design. On est sur une stack techno qui est un petit peu différente du wagon, qui eux sont Ruby on Rails, et nous, on est full stack JS. On a 6 campus, Paris, Madrid, Barcelone, Miami, Mexico et Berlin qui est en train d'être ouvert. Le chiffre n'est pas à jour maintenant, c'est un peu plus de 1000 personnes qui ont été diplômées, 15 nationalités différentes. C'est à 50%, donc c'est un métrique qui ne doit pas être très très éloigné de 42. Des gens qui sont en reconversion pro complète. Quand je dis reconversion pro complète, ça peut être sur la session qui vient de se terminer, Valentin qui était déménageur. Nadir qui vendait l'électroménager chez Boulanger. Donc on a beaucoup de profils qui n'avaient rien à voir du tout avec la tech. Et l'histoire en 2 mots, la boîte a été montée en 2013, initialement à Madrid, puis c'est devenu une boîte américaine. Moi, je m'occupe de la France, qui a été lancée en avril, et donc on a eu nos 4 premières sessions là cette année. Donc on fait 2 formations sur le web dev, c'est temps complet, temps partiel. Donc c'est du full stack JS, 9 plus 1 semaine en temps complet, 6 mois en temps partiel. Temps partiel, c'est pour ceux qui ont un job en parallèle. Il y a 3 cours par semaine. C'est le mardi, le jeudi, le samedi, pour leur permettre de garder leur job à côté. Prochaine session, c'est début janvier pour temps complet, c'est avril pour le temps partiel. Et on fait du coup aussi UX UI design, qui là, en temps complet, c'est 8 plus 1 semaine au total. Prochaine session, pareil, c'est début janvier. Donc il y a un peu plus de 900 étudiants. Ça, c'est une partie des étudiants et de l'équipe. Et maintenant, je vais vous présenter nos speakers. On a 3 speakers ce soir. On a Hugo, qui est le CTO de Side, qui est un ancien de 42. On a André, qui est le CTO de Pandascore, qui est un ancien de 42. Et on a Ronan, qui est le CTO de WeSurf et qui est... Voilà, vous avez compris la fixture. On ne s'est pas trop gouré sur le choix des intervenants. Et du coup, l'idée, c'est que maintenant, je vais poser une série de questions qui va couvrir différents thèmes que les 3 doivent aborder chaque jour, j'imagine, dans leur job. Et après, de vous laisser interagir librement avec eux. Alors, pour commencer, le premier sujet que je voulais aborder, c'était le fait de devenir dev, et de mieux comprendre un peu quel a été le parcours de chacun. Donc, je vais leur laisser la possibilité à chacun de vous expliquer comment est-ce qu'ils se sont retrouvés à être CTO de leur boîte respective, pourquoi est-ce qu'ils se sont mis au dev et quel a été un peu leur parcours jusqu'à devenir CTO. Je sais pas qui veut commencer dans les 3. André veut commencer? Tu peux t'asseoir sur la chaise, ouais. Non, sinon tu peux te mettre debout, mais au bout de 45 minutes, je pense que tu vas avoir marre. C'est allumé? Ouais. Alors moi j'ai commencé le développement assez tôt, vers 12 ans. Bon, c'était pas du grand développement, hein. Et j'ai pas fait 42 après le bac. J'ai d'abord fait un IUT, une licence pro, et ensuite j'ai fait 42. Donc du coup j'avais pas mal de bases. En plus c'était en 2013, donc la formation était pas du tout ce qu'elle était maintenant. Et donc moi j'ai rejoint le bocal à peu près 6 mois après être rentré à 42. Donc j'ai pas vraiment fait le parcours 42 en entier. Mais voilà, j'ai fait le bocal pendant... Alors le bocal, pour ceux qui sont pas de 42 au cas où il y en ait, c'est en gros la structure qui gère l'école. Donc moi j'étais dans la partie développement, parce qu'il y a aussi des parties pédagogie, SI, tout ça. Et au bocal, j'ai rencontré le fondateur de ma boîte, avec qui j'ai pas mal travaillé avant qu'il monte sa boîte, et au moment où j'avais envie de partir du bocal, de changer un peu d'environnement, j'ai rejoint sa boîte. Donc voilà, mais bon, on était 3 à l'époque, donc je réalisais pas vraiment non plus. C'était plus lead dev que c'était CTO à l'époque. Ok. Et Hugo, ça a été quoi toi, ton parcours? Alors, moi, je suis pas vraiment arrivé dans le code à 12 ans, du tout même. Je dirais que la première interface que j'ai eue avec du code, c'est quand j'étais petit. Donc j'ai 31 ans, je suis assez âgé, en général par rapport aux gens à 42.
Et ma première interface, c'était un Apple II avec du basique. Et en gros, il fallait copier-coller des lignes de code sur son Apple II. Et c'est on va dire le premier contact que j'ai eu avec ça. Après, j'ai plus touché jusqu'à mes 26-27 ans. Parce que entre-temps, je suis passé par une formation classique, je savais pas ce que je voulais faire. J'ai fait plein de petits boulots. Je me suis retrouvé en fac de langue, j'ai travaillé au Japon. Et un petit peu par hasard, je me suis retrouvé à 42 où je me suis dit, ok, le développement, ça peut être cool. Et même en fait, par rapport à ça, c'était même pas l'idée de coder qui m'intéressait, c'était plus la façon qu'on avait d'apprendre le truc. Donc le fait de faire des projets qui sont vraiment, on va dire, ancrés dans le réel, d'avoir plusieurs façons de le faire, et que ce soit juste finalement un espèce de jeu d'intelligence sur, ok, j'ai un objectif, comment est-ce que je le réalise? Donc je me suis vraiment mis dans le code quand je suis arrivé à 42, où là j'étais avec André en 2013 dans la première promo, qui était effectivement assez violente. Et ensuite de ça, un an après, je me suis retrouvé aussi au Bocal, ou d'ailleurs dans la même équipe qu'André, c'est de là qu'on se connaît. Et c'est là ensuite, en faisant différents partenariats, que j'ai rencontré mes autres cofondateurs et qu'on a créé Side. Voilà. Ok, Ronan. Alors moi j'ai commencé le code au collège-lycée où je crée des petits bots pour des jeux vidéo en fait. Donc comme ça que j'ai commencé. Et ensuite après mon bac j'ai fait un IUT et puis une licence 3. Mais c'était un peu au hasard pour faire plaisir à mes parents. C'était très passable. Enfin, c'était pas très très des bons souvenirs. Et ensuite j'ai essayé de chercher du taf et en fait enfin, pendant cette période-là je me suis blessé au genou donc j'ai eu 9 mois de rééducation et pendant ces 9 mois-là en fait j'ai découvert 42 et du coup ça avait l'air vachement cool la pédago et tout et donc j'ai décidé de passer la piscine, donc je suis rentré et moi du coup c'était en deuxième année donc c'était peut-être un peu plus cool que vous, pas plus organisé. Et donc voilà, ensuite j'ai fait un an à 42 et à la fin de ma première année, j'ai rencontré mon associé Maxime. Heu, on a on était tous les 2 surfeurs et donc on a commencé à parler de surf et donc on a décidé plus tard, quelques mois après, de se lancer dans WeSurf, à plein temps en fait. Voilà. Alors pour les étudiants de 42 qui sont là, mais même pour les gens qui ne sont pas étudiants à 42, c'est quoi ce que vous retenez de votre scolarité ici et en gros ce que vous avez fait ici jusqu'au moment où vous êtes devenu CTO? Vas-y. C'est surtout l'autonomie, que pour avoir fait des études, tout ce qu'il y a de plus classique et ici tu te démerdes, personne va te filer la réponse quoi et donc voilà, surtout, ouais, l'autonomie. Apprendre vite, apprendre par soi-même. Alors effectivement, le côté vraiment autonome et se dire aussi qu'il n'y a rien qui est impossible. Donc l'idée que quelle que soit la problématique, on va se prendre des murs dans la tronche, on va un peu souffrir, mais si jamais on a envie d'apprendre, et c'est un petit peu ça finalement le plaisir derrière tout ça, c'est on va réussir à surpasser le mur et continuer à avancer. Et ça, c'est valable aussi bien pour le code que pour à peu près tout. Et c'est même limite un petit peu le biais qu'on a quand on est développeur, c'est qu'on se dit qu'on peut absolument tout faire, même les trucs qui nous intéressent pas. Et quand on arrive sur le sujet qui nous intéresse pas, on le fait pas bien. Et, et ça marche pas bien. Du coup, tous les super side projects qu'on a qui ont jamais eu d'utilisateur, enfin, voilà, c'est typiquement le syndrome du side project pour les développeurs. Ouais, il y a aussi, en comparaison avec les formations classiques, le fait qu'on travaille en équipe, qui peut paraître un peu bête, mais à l'IUT, on travaille pas en équipe. Donc, quand vous apprenez à coder tout seul, travailler en équipe au début, c'est très très compliqué. Et ça, pour moi, c'est vraiment un truc qui m'a marqué à 42, c'est apprendre que finalement, chacun se répartit ses briques et à la fin, on assemble tout et ça marche. C'est un truc génial et pour moi, c'est pas assez mis en avant dans les autres formations. Un peu dans le prolongement de ce que tu disais, Hugo, basé sur toi, ta scolarité ici, puis vous, le fait de manager des devs juniors, c'est quoi vos conseils à des gens qui sont en train d'apprendre le dev là en ce moment, quelle que soit la techno? Conseil de genre d'interaction de team par rapport genre au management? J'ai pas Non, compris. c'est plutôt conseil pour ceux qui sont en train d'apprendre le dev en termes de bonnes pratiques, en termes de techno aussi, si vous le souhaitez. Alors je dirais que bonne pratique, le premier sujet c'est
plutôt que de faire juste de la syntaxe, c'est de vraiment prendre un projet avec une finalité et quelque chose qui vous intéresse. Parce que sinon, enfin, le code, en fait, c'est juste un moyen. Et si on fait du code en mode juste pour faire du code, ça va pas servir à grand chose. Donc si jamais genre ça vous fait triper les chatbots ou je sais pas jouer avec la bourse ou peu importe, vous prenez le sujet même si vous y arrivez pas, vous l'appliquez et en fait c'est justement en rentrant de plus en plus à fond dans les sujets et en vous prenant les murs que vous allez vraiment vous former. Et ça c'est valable pour à peu près tous les sujets du développement et enfin, pour plein d'autres sujets quoi. Conseil. Ouais, les side projects, je trouve que c'est hyper important parce que ça permet de faire un projet autre que l'école sur une techno qu'on veut, sur un sujet qu'on veut, qui nous plaît. Donc, on va être beaucoup plus motivé à bosser là-dessus que, par exemple, sur les projets de l'école qu'on peut trouver peut-être trop abstraits, quoi. Voilà. Ouais, puis soyez curieux. Ayez pas peur de lire de la doc sur un truc qui a pas vraiment de rapport. Vous perdre un peu sur internet parce que finalement tout se retrouve quoi. Si jamais vous apprenez une commande un peu bizarre pour faire un truc un peu bizarre avec un shell, ça vous servira un jour, c'est sûr. Et dernier truc aussi, il y a pas mal de stacks techno qui sont cool. Enfin, il y a pas mal de buzzwords aussi. Et ce que disait avant André sur le fait de travailler en équipe, c'est, je dirais, c'est peut-être le plus important. Parce qu'il y a toujours des moments où on est un peu down. Donc, soit tu abandonnes complètement, ou alors tu as une équipe justement qui compte sur toi et avec laquelle tu peux avancer sur un projet. Et, et donc, ça se trouve. Il suffit d'aller à des meet-up. Il suffit ben, typiquement ce soir, par exemple. Il suffit de communiquer avec des gens et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à appliquer des choses et éventuellement le transformer en quelque chose qui va avoir une application concrète, pas juste pour nous, mais pour d'autres aussi. Ok, alors, afin que ce soit un peu plus interactif pour vous, peut-être faire des sessions de Q&A par topic. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions sur apprendre à dev, 42, etc., vous pouvez les poser maintenant, si vous voulez. Et on fera les Q&A en fait par topic. Il y a un topic entrepreneur, un topic team, recrutement, etc. Parce qu'il y en a qui ont des questions déjà sur 42, apprendre à dev. Ouais. Par contre, il faut parler fort ou alors je te passe le micro, monsieur. Ouais, bonsoir. Par rapport à votre niveau à 42, en fait, à quel moment vous vous êtes dit: «OK, c'est bon, je me sens chaud, vas-y, je monte ma boîte». Enfin, je sais pas exactement comment se sont passées vos histoires, mais à quel moment vous vous êtes dit: «OK, c'est bon, je peux y aller»? Alors moi, je partais d'assez loin, surtout qu'à 42, on fait du C, donc c'est pas exactement le genre de truc que tu vas appliquer dans la vie de tous les jours direct. Donc j'ai commencé par faire des projets en freelance qui ont monté en complexité au fur et à mesure. Et le jour où en fait on est allé voir un business angel en lui disant OK, on sait pas faire du mobile, mais on va te faire ton projet en Swift. On sait pas faire du Swift, mais ça va le faire. Et qu'on a réussi à le faire et qu'on s'est fait payer pour. On s'est dit que c'était pas mal. Et on a gardé la team. Ouais, et puis faut pas. Enfin, normalement, il y a toujours un petit moment où t'arrêtes de t'attarder vraiment sur les spécificités, les spécificités d'un langage. Et t'as un problème et tu cherches à le résoudre et tu pourrais être en PHP, en Python, en C, peu importe. T'es plus vraiment coincé par le langage, c'est pas ça la barrière, c'est vraiment ton temps et qu'est-ce qui existe et c'est quoi le meilleur moyen pour y arriver. Quand ça commence à être tes problèmes, ça, c'est que c'est juste. Après, tu as toujours évidemment de l'expérience à accumuler. Et à 50 ans, tu continueras à apprendre, mais c'est vraiment. Quand arriver sur un nouveau langage, tu comprends un peu les différences syntaxiques, mais qu'au final, tu comprends que tous les langages se ressemblent et que, à moins que tu changes radicalement de paradigme, il n'y a rien de nouveau, quoi. Euh, Lance-toi, hein. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Sur la première question, moi, j'aurais fait peut-être un peu plus de réseau, enfin, participer peut-être un peu plus au meet-up ou hackathon. Après, il faut se sentir prêt aussi pour aller coder. Si tu arrives ici, que c'est ta première année, que tu n'as jamais fait de code avant, c'est peut-être un peu limite pour les hackathons. Mais si tu te sens d'y aller, hésite pas, quoi.
Nous, on était en 2013, on n'avait pas le choix sur les projets. Et notamment, quand on n'avait pas codé avant, on se tapait tout en même temps. Il fallait qu'on choisisse en fait 2 projets en même temps, lequel on allait faire. Et je dirais que le petit regret, c'est d'avoir dû faire l'impasse sur certains projets pour valider l'autre. Après, je sais pas, j'ai pas de regret spécial. Si, un truc que je trouve vraiment important, en tout cas pour les gens à 42, c'est il y a le côté vraiment code, il y a le côté genre travail en groupe et tout, mais il y a aussi le fait de savoir comprendre et saisir les opportunités qui se greffent autour, notamment avec les partenariats, avec les meet-up qui viennent ici. Il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est facile de se sentir floudé et de, à la fin juste en avoir marre et plus aller à aucun. Mais rester curieux sur la question, c'est cool, je crois. Moi, j'aurais bien fait le projet kernel. Mais pour la première question, je suis d'accord avec Hugo. Mais ouais, projet kernel, on l'avait pas. Ça aurait été pas mal. Et je crois que vous avez un projet SI maintenant. Ça, pareil, je l'aurais bien fait parce que là, ici, c'est un peu c'est un peu vu comme le taf ingrat du dev. Mais si vous savez pas en faire dans n'importe quelle startup, à moins que vous soyez assez gros, c'est le lead dev qui fait l'IC, qui fait aussi l'UX d'ailleurs, enfin qui fait un peu tout. Donc si vous avez des lacunes en SI, c'est bien beau d'avoir un code si jamais il n'y a aucun serveur pour le faire tourner. Ok, une autre question sur le sujet? On passe au prochain. Ok, on passe au prochain du coup. Du coup, prochain sujet, entrepreneur. Du coup, on quitte un peu 42. Est-ce que vous pouvez chacun respectivement vous pitcher votre boîte en 2 minutes? Alors donc moi ma boîte c'est Pandascore. Donc en gros on fait de l'analyse en temps réel sur des streams vidéo d'e-sport. Donc par exemple League of Legends, Counter-Strike, tout ça. On se met sur les vidéos live et on en sort de la data. Qui est en train de jouer contre qui, c'est quoi les scores, c'est quoi les champions, les belles actions, tout ça machin. Et on diffuse ça en live avec des API à des équipes professionnelles, des sites de paris, de la presse, tout ça. 2 cofondateurs, c'est ça? Et vous avez levé? Moi, je suis pas cofondateur de la boîte. J'ai rejoint la boîte à peu près un an après qu'elle soit faite, parce qu'on a complètement pivoté. Donc, il y a eu un peu deux Pandascore. Il y a eu un premier Pandascore où il y avait 2 cofondateurs qui devaient à la base faire un site de paris. Et un an plus tard, je les ai rejoints avec une autre personne. Et où là, on s'est mis à faire de la data, des API, tout ça. Ok. Donc, moi, j'ai cofondé avec 3 associés Side. On fait de la mise en relation entre des siders, donc des freelances, qui sont aujourd'hui majoritairement des étudiants ou jeunes diplômés, avec des entreprises pour des tâches qui sont flexibles et sans forte compétence technique. Donc, l'idée, en fait, c'est pour nous de vraiment permettre aux entreprises qui sont aujourd'hui un peu bloquées, qui ont, je sais pas, un besoin en support client, en événementiel, de très facilement, en mode un petit peu AWS, avoir du renfort en main-d'œuvre et de le gérer très simplement. Et pour les siders, de l'autre côté, c'est de pouvoir maîtriser leur emploi du temps, de pouvoir choisir finalement quelle tâche ils font, à quelle fréquence, d'être vraiment finalement maître de combien ils gagnent, comment est-ce qu'ils se forment et de vraiment éviter le boulot au McDo. L'idée qu'on avait au départ, c'était de se dire, ok, le freelance c'est très cool, mais aujourd'hui c'est un peu réservé aux développeurs, aux designers, aux grandes écoles. Comment est-ce qu'on fait quand on est en L2 Histoire de l'art à la Sorbonne? C'est assez compliqué d'éviter le McDo, le Leroy Merlin. Et pour le coup, je le sais parce que je suis passé par la fac aussi. Et j'ai fait ça toute ma vie de fac. Et donc voilà, c'est un petit peu de prendre le meilleur des deux mondes entre le freelance et le salariat, de proposer de construire un nouveau statut et d'essayer donc de créer cette relation gagnant-gagnant et flexible entre les entreprises et les siders. Et donc, on est une trentaine aujourd'hui, on est en France et au UK. On a levé en tout 6,3 millions d'euros. Et puis voilà. Alors, moi, j'ai cofondé WeSurf avec 2 autres associés et en fait, on est une application de surf qui dit aux gens, où est-ce qu'ils peuvent
et quand est-ce qu'ils peuvent aller surfer en fait. Donc on leur dit la météo, la houle, la période, la marée, le vent, tout ça, pour éviter en tant que surfeur d'aller voir un spot, au final il n'y a pas de vague, de faire une demi-heure de voiture, d'aller sur un autre spot, il n'y a pas de vague, d'aller sur un autre spot, de revenir au premier au final. Et, tout ça pour gagner du temps, parce que nous, on est 3 associés en tant que surfeurs, on a vraiment connu ça, et donc on voulait vraiment résoudre ce problème-là, et pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. On a 2 ans d'existence, on a fait une première levée à 150 000 €, et puis là, on est en train d'en closer une deuxième. Voilà. Ok, merci. Et alors, vous l'avez rapidement évoqué. Comment est-ce que vous avez rencontré votre co-founder? À quel moment est-ce que vous avez dit que c'était les bons? Toi, Hugo, t'en as déjà un peu parlé, mais peut-être intéressant que tu détailles. Et comment est-ce que vous avez dit que voilà, c'était la bonne aventure à rejoindre? Moi, je l'avais dit aussi tout à l'heure, je l'ai rencontré au bocal parce qu'il était Flavien était en licence de psychologie et il a fait un stage au bocal pour faire la gamification de la pédagogie de 42. Donc si vous avez des quêtes, des machins, des trucs, c'est un peu grâce à lui. Et donc là-bas, on est devenus bien copains. Lui, donc, il a fait sa boîte avec les partenaires de chez HEC, je crois. Et donc, il est parti du vocal, mais on restait en contact. Et moi, au moment où j'ai voulu partir, je me suis dit, ah bah vas-y, ça peut être une bonne occasion. Donc voilà. Alors moi, pareil, c'était à 42. On était justement, j'étais en train de m'occuper d'un partenariat entre HEC et 42, et notamment, je faisais des tours en cluster, donc enfin dans les salles où il y a tous les Mac, pour aider les gens sur des problématiques qu'ils pouvaient avoir par rapport à leurs exercices. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Pierre et Gaspard, donc 2 de mes cofondateurs, avec qui on s'est bien entendu. Et d'ailleurs, j'ai rencontré François aussi, avec qui on s'est bien entendu, et on s'est dit, tiens, il y a un énième hackathon Sogénal, ou je sais plus ce que c'était à l'époque, c'est vraiment entre deux mages, c'est toujours la même enfin, les gens sortent toujours frustrés de ce genre de truc. On va faire un hackathon à nous, un petit peu sur le modèle du Startup Weekend. On a fait ça, on a organisé ça donc entre HEC, entre 42 et entre une école de design, qui était l'école de Condé. Ça a très bien fonctionné. Ça a très bien Beau fonctionné. lapsus. Petit lapsus. Et on a regroupé comme ça 60 personnes. C'était une initiative complètement étudiante. On a travaillé dessus pendant 1 mois. On a trouvé des sponsors. Ce qui est cool, c'est qu'un de ces sponsors, on s'est bien entendu avec lui. C'est avec lui qu'on a fait ensuite l'application iOS en freelance toujours, et toujours avec donc Pierre et Gaspard, plus mon troisième cofondateur, qui s'appelle David. Ça a été un projet de 6 mois, pendant lequel on a confirmé qu'on travaillait quand même bien ensemble et qu'on avait des compétences complémentaires. Et au bout de ces 6 mois, on s'est dit, OK, bon, on va lancer quelque chose. Et justement, avec toutes les expériences en mode petit boulot, et finalement cette grosse expérience freelance qu'on avait eue, c'est là qu'on s'est lancé sur Side et qu'on s'est vraiment lancé sur cette thématique et qu'on a commencé à travailler. Alors moi, j'ai rencontré mon premier cofondateur, Maxime, à 42. En fait, il avait fait la track HEC Entrepreneur. Et moi non. Et du coup, en tant que surfeur, on s'est capté. Et on s'est dit, ouais, il y a quelque chose à faire ensemble. Et du coup, au mois de juillet-août, on est parti surfer en Bretagne, Biarritz, histoire de tester les idées qu'on avait aussi. Et après, on a rencontré notre troisième associé via des connaissances en commun. Et puis, début novembre 2015, ouais, c'est ça, on s'est lancé à fond dedans, quoi. Et justement, la répartition entre vos associés et vous, elle se fait comment? Je pense en particulier à quel point est-ce que vous êtes impliqué dans le produit, le business, le côté non-dev de la boîte. Alors, déjà, je m'occupe de tout ce qui est dev. Max, mon associé, il fait tout ce qui est finance, compta, design et relations avec les grands groupes. Et Arthur, il s'occupe de tout ce qui est relations avec les users, les pro surfeurs et le marketing. Sinon, on prend toutes les décisions de business, de design en commun. En fait, on se réunit une fois par mois. Parce que Arthur, lui, il est à Biarritz. Et nous, on est à Station F. Du coup, c'est un peu galère. Enfin, on a toujours Slack, hein, mais c'est mieux de se voir
one-to-one, enfin en vrai quoi. Et du coup, ouais, une fois par mois, on se réunit, on fait une grosse réunion de tout ce qui est business, design, on valide. Et ouais, et enfin, on prend les décisions à trois en fait. Nous, on a eu pas mal de changements. Alors effectivement, je m'occupais au début de tout le côté tech et code. J'avais l'aide de Pierre, notre CEO, qui pour le coup avait fait le wagon, avait fait le, les partenariats 42 et qui en plus de ça aimait bien le Ruby et le Ruby on Rails. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à coder le prototype. Et après, David est un designer refoulé passé par HEC. Qui adore le design et le produit, et c'est lui qui a fait toute notre UI, et Gaspard s'occupait des wireframes. Donc c'est comme ça qu'on a eu un petit peu une répartition logique, qui était vraiment basée sur ce qu'on aimait faire à côté. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, on a pris un petit peu nos spécialisations, et aujourd'hui, on a Pierre qui est notre CEO, on a Gaspard qui s'occupe de toute la partie sales, donc vente, etc. David qui s'occupe de la partie opération. Et moi, maintenant, je m'occupe non plus juste de la partie technique, mais aussi toute la partie produit. Donc, ça va être le product management, le design, la data science et la tech. Ouais, nous, c'était un peu pareil. Enfin, au début, c'était même un peu flou. On faisait un peu tout ce qu'on voulait. On avait un peu tendance à dire ah, ça, c'est toi qui le fais, machin. Ah. Enfin, moi, au début, je répondais aux mails et Flavien codait un truc dans le coin. Et puis, plus on grossit, finalement, plus les charges deviennent importantes pour tout le monde et une organisation, c'est important. Donc, au final, ouais, c'est un peu comme Hugo. On a commencé à vraiment répartir des pôles où Flavien gère vraiment tout ce qui est commercial, marketing, communication et tout le blabla administratif. Donc, j'ai même pas envie d'entendre parler. Moi, je gère la tech, c'est-à-dire le dev, l'infrastructure aussi, et aussi l'UI, l'UX, le design, tout ça, faute de personnes qui veuillent faire ça actuellement. On a Jonathan, le deuxième cofondateur, qui gère toute la partie data science. Et on a Martin qui gère plus l'événementiel, les partenariats, tout ça. Mais on communique toujours entre nous, on fait toujours des réunions toutes les semaines pour savoir qui fait quoi, qu'est-ce qu'on fait, au moins pour se tenir au courant. Et donc ça marche bien comme ça actuellement. Ok, on va passer peut-être aux questions sur le sujet entrepreneur, sachant que le sujet d'après, c'est la tech pure, pour éviter qu'il y ait de l'overlap, si vous avez des questions sur leur boîte, sur l'expérience entrepreneur, etc. Ouais. Alors moi, clairement, là, non. En fait, j'avais un prêt étudiant, donc ce prêt étudiant, il m'a servi pendant les deux ans là. On avait quand même levé 150 000. Bon, ça on les a un peu dépensés n'importe comment. Tu fais tout le temps ça au début en fait. Et en fait, là, on fait une nouvelle levée de fonds qu'on close semaine prochaine. Et donc, avec celle-là, on va pouvoir se payer justement. Alors nous, quand on a fait notre freelance, on a donc été payé pour notre freelance et on avait un pactole. Et en fait, moi, je savais que j'avais genre 7 ou 8 000 euros pour survivre jusqu'au moment où j'allais devoir soit arrêter, soit trouver une solution. Et c'est comme ça qu'on a carburé, on a bien carburé. Et donc, on a commencé en août 2015. Et en mai 2016, on avait levé. Et à partir de mai 2016, j'ai pu commencer à me payer. Donc là, ça fait un peu plus de 1 an et demi que je me paye. Et ça fait du bien. Mais après, c'est pas forcément des salaires mirobolants et tout, mais c'est confortable, quoi. Ouais, c'est pareil. Enfin, moi, j'ai un peu triché parce que je suis arrivé juste après la première levée. Donc, j'ai tout de suite réussi à survivre, entre guillemets. Et puis ensuite, on a relevé. Donc, enfin, à partir du moment où tu lèves des montants comme 2 millions, 2 millions 5, 6 millions, là, c'est plus une question, le salaire. Hein, c'est pas. Enfin, par exemple, nous, nos locaux, ils coûtent 3 000 euros par mois, tu vois. Donc, t'es plus à. T'es plus à un SMIC ou des choses comme ça, quoi. Ok, d'autres questions? Moi, clairement, je m'en suis pas occupé. C'est mon associé Max qui a fait HEC, qui sait bien tout ça. C'est son taf. Sinon, non, niveau juridique, il faut juste savoir que quand tu es mandataire social d'une boîte, enfin quand tu es associé et que tu as des parts dedans, en fait, le code, il est à toi, il est pas à la boîte. Donc ça, après, il faut signer un papier comme quoi tu dis que le code, il est bien à la boîte et pas uniquement à toi.
juste ça. Donc effectivement, chacun son focus. C'était pas mon focus légal. Après, ça dépend en fait si on apprécie la chose ou pas. Pour le coup, moi je sais que, c'est un aspect qui m'intéressait et donc je suis au courant des aspects business qu'on a, que ce soit vraiment en termes de, je sais pas, de PNL, de profit and loss, ouais. Compte de résultats en français, voilà. Et sur les aspects légaux, surtout que nous, on est quand même sur un secteur qui est le secteur du travail, avec des cas récents un peu marrants. C'est toujours intéressant que aussi bien mes cofondateurs ont vraiment un côté produit que moi j'ai un côté business et m'intéresser à ce genre de choses. Surtout que nous, notre problématique, c'est le produit, il cristallise tout le business, toutes les sales, tout le légal. Et si jamais ça, tu t'intéresses juste à l'aspect code, c'est compliqué. Et après, pour les petits tips, mandataire social, c'est aussi le risque de se faire sortir sans chômage, sans rien du tout. Donc, il faut le savoir. C'est effectivement, en général, on signe des papiers comme quoi on lègue toute la propriété intellectuelle, etc. Et après, c'est pas forcément ça vaut pas forcément le coup de se prendre la tête avec ce genre de choses parce qu'il y a pas mal de templates pour des startups qui existent sur Internet. Il y a Jurismatic, il y a quoi d'autre? Ça change assez souvent, mais il y avait Guacamole à un moment, je crois, enfin bref, il y a pas mal de structures aujourd'hui qui te permettent de récupérer facilement des trucs très bien faits pour que ce soit le pacte d'associés, le premier contrat, les NDA, la cession de propriété intellectuelle, ce genre de choses. Et après, je dirais que le dernier point, c'est que c'est pas exactement le genre de choses qui ramènent de la valeur à ton business et que tu as des structures qui existent et qui t'aident justement là-dessus. Et nous, par exemple, on est passé par un accompagnateur de start-up qui s'appelle The Family. Et c'est eux qui nous ont branchés avec un cabinet d'avocats qui nous a fait pro bono au début tous ces papiers et on s'en est pas occupé. Et on s'est vraiment concentré sur ce qu'on avait envie de faire, à savoir un produit qui met en relation des freelances avec des entreprises et qui couvre l'expérience de A à Z, quoi. Ouais, nous, c'est pareil, on est passé par un incubateur avec un avocat dédié, tout ça, parce que bon, personne n'y connaît rien, quoi. Donc, faut pas avoir peur de faire ça, parce que sinon, effectivement. Après, tant que t'es pas gros, entre guillemets, il y a personne qui va te dire que il y a pas de conditions générales sur ton site ou des choses comme ça, quoi. Bah, ouais, c'est la motivation que tu as avec ton projet, vu que nous, c'était un problème qu'on rencontrait vraiment tous les jours, on avait vraiment à cœur de le résoudre, tu vois? Qu'au début, il y avait personne qui faisait du design, on avait fait une appli, super moche, dégueulasse au début et enfin, moi ça m'a saoulé donc j'ai commencé à faire du design et ensuite mon associé Max, il a eu plus de temps donc c'est lui qui a repris le truc. Mais au final, ouais, enfin, faut avoir la niaque pour avoir envie d'apprendre ce que tu sais pas faire, quoi. C'est bien le design, le juridique, s'il y a personne qui le fait, truc comme ça, quoi. Je dirais aussi que, en fait, à partir du jour zéro jusqu'à aujourd'hui, faut pas se dire même à partir d'un moment, il y a un petit nombre, chacun a sa tâche, que tout va aller mieux. On se prend des murs tout le temps. Et je pense que mon dernier mur où j'ai fait des cauchemars à cause de ça, ça date d'il y a 1 ou 2 mois. C'est quand je me suis retrouvé non plus juste sur la tech, mais aussi sur le produit. Et, et je pense qu'il faut avoir un certain goût pour ça, quand même. Et si tu l'as, tu vas, t'avances, tu vas te prendre des gros murs dans la face, tu vas te relever ou pas, mais c'est c'est limite un goût, quoi. Et je sais que moi, c'est ce qui me alors au-delà effectivement du problème, qu'on résout, de la solution qu'on a envie d'apporter à nos utilisateurs, l'expérience qu'on a envie de leur proposer, et aussi ce côté que, si jamais j'étais dans une case quelque part et que j'étais pas en train de me faire, remuer toutes les semaines, je me ferais chier et que finalement le côté entrepreneuriat, et donc être plein de lacunes, que ce soit aussi bien technique que managériel que enfin, il y a absolument tout, hem, c'est le truc qui te fait turbiner aussi.
Ouais, et puis il faut pas hésiter à aller demander de l'aide n'importe où. Enfin, c'est bête, mais c'est comme ça qu'on s'en sort, quoi. Justement, le fait de travailler dans un incubateur avec plein d'autres startups, c'est génial pour ça parce que forcément quelqu'un l'a déjà fait ou connaît quelqu'un qui l'a déjà fait. Mais ouais, c'est presque inévitable, hein. Tu pourras jamais aller dans une startup sans te prendre de mur. Ah bah tu perds une partie de ta boîte déjà. Ah, tu cèdes N% de ta boîte. Et ensuite, selon la levée, donc les petites levées pas forcément, mais plutôt les grosses, tu as des comptes à rendre avec qui tu as levé. Des comptes à rendre plus ou moins importants en fonction de si les gens sont cool ou pas cool, mais tu as des conseils d'administration, des choses comme ça. À long terme, si tu as fait une mauvaise levée de fonds, ouais, ça peut te coûter ta boîte. Ouais. Il y a des petits trucs funky comme la valorisation d'une boîte, la trajectoire qui est perçue, la trajectoire réelle, et ça tue des boîtes, hein. Typiquement, Take It Easy, il y a un petit peu de ça. Enfin, il y a pas mal même de grosses boîtes qui ont vendu du rêve, et ensuite c'est de la réalité revenue, et du coup un investisseur s'est barré et ça a tout planté. Et donc effectivement tu perds une partie de ta boîte, effectivement tu es censé rendre des comptes à ton conseil d'administration. Suivant comment tu as closé ton deal, tu vas avoir plus ou moins de contraintes. Il y a certaines boîtes qui font des millions. Bon, alors il y en a plus tant que ça aujourd'hui, mais avant, il pouvait y avoir des contraintes complètement stupides sur notamment les fondateurs, le fait qu'ils se versent un salaire ou pas, il fallait passer par un conseil d'administration, ce genre de choses. Donc, faut pas aller en levée de fonds en mode fleur bleue. Faut se préparer un petit peu. Et c'est un rapport de force. Et si jamais tu gères bien ton rapport de force, si jamais tu maîtrises le timing, tu auras les conditions qui font que tu as une croissance, que tu ne seras pas bloqué dans ta croissance par ta levée de fonds, que ça sera juste du fuel pour ça. Et puis après, ben, c'est chaque levée de fonds un petit peu à son checkpoint. Par exemple, quand tu fais du seed, assez souvent, c'est tu as un audit des fondateurs. Quand tu fais une série A, tu as un audit un petit peu du chiffre d'affaires, des opérations, du fonctionnement interne. Quand tu passes en série B, tu vas encore plus dans le détail. Donc voilà, ouais, il y a des inconvénients, c'est sûr, mais Moi, j'ai fait qu'une levée de fonds, donc j'ai pas trop d'expérience là-dessus. En plus, c'était de la love money, donc c'est ta famille qui te donne. Mais ouais, il faut faire gaffe avec qui tu signes, quoi. Parce que nous, on a refusé des investisseurs parce qu'on a entendu qu'ils avaient une sale réputation et du coup, on a préféré ne pas prendre leur argent et puis être tranquille, quoi. Juste en complément, j'ajouterais que ça dépend aussi beaucoup du modèle économique de ta boîte. Tu as des cas dans lesquels, par un effet de réseau, tu es obligé de lever des fonds. Dans d'autres cas, tu peux monter des business qui sont très bien en autofinancement et tu n'as pas besoin de lever de fonds. Il y a une question d'investisseur. c'est un peu la surprise, genre de mois en mois, comment elle évolue. Donc, Bon, on se dit toujours qu'on dominera le monde, tu vois, mais ça se passe jamais comme ça. si, en fait, on a une vision, on sait ce qu'on veut faire, et on sait que le chemin est long, et qu'il y a beaucoup d'étapes intermédiaires. Je suis très vague dans ma réponse, mais on a toujours une vision à plus ou moins long terme de où on veut être. Par contre, la réalité, c'est que tous les 6 mois, c'est susceptible de changer parce que tu te prends je sais pas, un bâche juridique, un bâche média, peu importe, qui fait que la structure de ta boîte, elle va radicalement changer. Typiquement, au début, moi, j'avais commencé sur la tech, et si je me retrouve aujourd'hui sur le produit, il y a 3 mois, j'en avais aucune idée. Non, peut-être 4 mois, enfin 4-5 mois. Et, et demain, je suis pas certain que je serai toujours sur le produit. Je serai peut-être sur un autre point. Et après, la boîte en elle-même, bah, c'est la même chose. C'est que parfois, tu as des opportunités. Le modèle entre ton idée que tu as pendant les 6 premiers mois et ensuite ce qu'elle devient 6 mois après, ça n'a rien à voir. Et ça continue comme ça. Par exemple, nous, au début, on était vraiment sur de la mise en relation entre des siders et des entreprises. Aujourd'hui, on est toujours là-dessus, mais avec un aspect formation continue et gestion du temps.
Et c'est quelque chose qui va s'affiner au fur et à mesure qu'on se connaît mieux. Et c'est pour ça que c'est assez difficile de se projeter tout de suite. Enfin, ce que je dis aujourd'hui sur la formation continue, j'aurais été incapable de le dire il y a 6 mois, 1 an. Ouais, c'est ça. Dans 5 ans, c'est un peu loin. On a plus plein de pistes. Tu nous aurais demandé dans 1 an, on aurait déjà pu te donner des trucs plus concrets. Ouais, là, on travaillerait pour arriver à ça, ça, ça. Mais dans 5 ans, ça dépend vraiment de ce qui va creuser notre route, quoi. Parce que là, on a plein de choix, on les teste un peu, et en fonction, on va partir sur tel choix ou tel choix ou tel choix. C'est un peu comme si je te demande qu'est-ce que tu fais dans 5 ans, quoi. Tu sais, t'as un idéal, mais c'est un peu flou quand même. Mais bon, tout le monde, j'imagine, espère que la boîte sera plus grosse, sera peut-être rentable. Rentable. Non, ouais. Sera rentable, hein. Enfin, c'est normal. Ok, on va passer sur le topic d'après, mais il y aura une session pour les Q&A si vous voulez rajouter d'autres questions sur ce topic-là. On va passer au sujet tech à proprement parler. Du coup, première question pour chacun d'entre vous, sur quel stack techno vous êtes et pourquoi cette stack? Alors, nous, on est en natif en Swift. On a préféré faire du natif que des apps hybrides parce que c'est plus optimisé vu que notre cœur de business, enfin, cœur de produit, c'est une app, c'est pas un accessoire en plus d'un site web. On préférait vraiment que l'appli soit optimisée à fond. En plus, tu as des différences sous iOS, Android au niveau de l'UX, donc nous, on a préféré faire ça en natif. Côté serveur, on a du Rails et puis un peu de Python aussi avec AWS Lambda. Je sais pas si vous connaissez. Du Python avec AWS Lambda. C'est en fait, t'as plus de serveur à gérer et tu uploads ton code Python à Amazon. Et en fait, il te l'exécute pour toi et t'as plus de maintenance de serveur à faire et ça scale tout seul en fait. Voilà. Alors nous, on a commencé sur du web, on a commencé plutôt sur des stacks JS, type Meteor.js, Micro.js, et au fur et à mesure et du React sur le front. Là aujourd'hui, on est plus sur du Go sur le back, du React Redux sur le front, avec une architecture en microservices. Donc, enfin, plein de microservices. On a une trentaine, une quarantaine de microservices déployés sur AWS avec des recettes Terraform qui nous permettent de très facilement monter ou descendre des infrastructures. Et après, on a 2 apps mobiles natives aussi, sur lesquelles on est sur donc du Java et du Swift, et avec des bouts en React Native sur les parties des applications où on itère beaucoup. Et typiquement, on a un onboarding dégueulasse aujourd'hui pour nos siders, et on est en train de le refaire sur le mobile en React Native, qu'on va plugger dans l'app en natif. Et une fois qu'on aura fixé la chose, on passera en full natif. Alors nous, on était en Ruby on Rails au début pour le site et en Python pour la data science. Et petit à petit, on a mis du Node au milieu parce qu'on avait besoin de gérer l'asynchrone de manière un peu plus élégante que Ruby. Et finalement, enfin, nous, on n'est pas vraiment de front-end, hein. On a des API et des WebSockets, donc on ne fait pas trop de React, des choses comme ça. Et là, on est en train de passer en Elixir parce que Ruby on Rails, c'est très lent. Donc voilà, on a grosso modo Elixir, Node.js, Python. Et toute l'infrastructure marche sur du Docker, sur Azure. Alors Azure, c'est pas top, n'allez pas sur Azure. Mais on avait des crédits gratuits. Ça fait partie de ce que tu disais. Quand tu commences une startup, on va te donner 150 000 € de crédit, tu sautes dessus. Et on va passer chez Google Cloud parce qu'ils nous donnent des crédits. Avant, on était chez AWS parce qu'on avait des crédits aussi. Et ça tient bien, hein. Et donc voilà, c'est à peu près tout, hein. Ça a rajouté dans les avantages de la levée de fonds pour faire écho à la question de tout à l'heure. Enfin, AWS, je crois que tu récupères 150 000 ou 200 000 € de crédit automatiquement Ouais, dès que il tu as levé y des a plein fonds. de partenariats. Avec, c'est quasiment 100% des fonds à Paris, ce qui n'est pas négligeable. C'est quoi les dernières technos que vous avez regardées, vous, soit à titre perso par intérêt personnel ou pour la boîte? Un truc horrible pour moi. Vas-y. Apex pour Salesforce. Ok, pourquoi?
Parce qu'on a un CRM Salesforce et que il y a quand on a une équipe produit et surtout quand on a une deadline, une roadmap produit qui est longue comme le bras et qu'on n'a pas assez de gens et qu'on a plein de trucs à faire, on essaie de trouver des solutions pour aller plus vite sur certains aspects qui sont non cœur au niveau du métier. Notamment Salesforce, c'est là où on a tous nos clients qui sont regroupés et juste rajouter une petite couche de code par-dessus, ça permet d'avoir des interactions qui sont beaucoup plus, qui sont pas mal pour le business. Mais c'est plus en mode R&D, voir à quoi ça ressemble, voir si ça vaut le coup d'y aller. Voilà. Moi, j'ai regardé un peu les trucs de machine learning en Python et j'ai vraiment pas creusé, c'est juste pour voir comment ça marchait, parce que j'étais un peu curieux du truc. Et ouais, pour voir comment ça marchait, si éventuellement il y aurait moyen de l'appliquer à des conditions météo et tout, mais ça reste à voir. Non, moi récemment, c'est juste Elixir. Ok, et si, on imagine que vous êtes dans une autre vie, vous n'êtes pas CTO de votre boîte, c'est quoi le truc qui vous brancherait en termes de techno? Enfin, dans quel secteur vous voudriez aller bosser et faire du dev? Moi, c'est le Go. Enfin, c'est la techno que j'avais découvert avant de faire mon truc sur l'Apex. Et le côté Golang, le fait d'avoir une espèce de C++ protéine avec pouvoir compiler, avoir de l'asynchrone qu'on peut gérer finement. Le fait de pouvoir builder facilement pour plein de types de devices. Enfin, c'est assez cool finalement quand on a des équipes business qui nous demandent OK, j'ai besoin de faire tel truc sur la base de données ou de faire tel truc, de récupérer tel extract. D'habitude, c'est une galère. Il faut faire des scripts dans tous les sens et il y a juste le développeur qui peut le faire. Et là, aujourd'hui, avec le Go, on peut notamment donc mettre ça dans un programme, le compiler, en faire un binaire et après filer le binaire à la personne en business qui a juste à l'exécuter et ça fonctionne quoi. Et tu peux même, quand tu te chauffes, plugger une petite interface graphique et après ils sont en autonomie et c'est cool, quoi. Et c'est rapide. Bah moi, c'est un peu comme Hugo. Je suis un peu content avec ma stack actuellement. En même temps, c'est un peu l'avantage des CTO, c'est que même si on dit que non, on a quand même le subconscient qui oriente un peu les choix technologiques. Donc non, moi je suis content. Elixir Node.js, très bien. Donc ouais, je repartirai sur un truc comme ça, plus Elixir que Node.js. Ouais, pareil pour moi, Swift, je trouve ça plutôt pas mal. Parce qu'avant c'était Objective-C, la syntaxe c'était de l'horreur, le bordel. Et Swift, ça a pas mal simplifié le truc. En plus, l'environnement Xcode et tout, pour développer les apps iOS, c'est vraiment nickel, je trouve. Ok, grosse question qu'on va aborder maintenant sur la product roadmap. Et comment est-ce que vous gérez votre roadmap? C'est quoi les méthodes sur lesquelles vous développez? Comment vous gérez votre équipe de dev, etc. Une grosse question. Alors moi, j'ai pas d'équipe de dev pour l'instant, je suis tout seul. Ça, j'ai pas à gérer. Non, sinon, enfin, j'avais des stagiaires à un moment, on utilisait Trello en mode Scrum, ça marche plutôt bien. On essayait pour chaque tâche de mettre un nombre de points dessus qui représente une difficulté en fait. Et comme ça, on arrive à évaluer chaque tâche, combien de temps à peu près la personne va le mettre à le faire. Ça, c'était un peu compliqué au début, mais au final, ça nous a pas mal servi parce que du coup, on était meilleur à donner des deadlines, à dire quand telle feature sera prête et tout. Si je dis pas de bêtises, vous aviez un jeu de cartes, non? C'est pas ça. C'est ça, avec le jeu de cartes avec les points. C'est ça, ouais. Nous, on fonctionne sur Asana. Donc Asana, qui est une sorte de gestion de projet avec des tâches qu'on peut assigner avec des deadlines, des temps de départ, etc. On a pas mal de choses qui sont inspirées de l'agile, donc le fait que des tâches soient assignées avec et d'essayer de synchroniser tout ça avec d'essayer de faire des cycles de release à 1 ou 2 semaines. Et maintenant on est quand même 15, donc ça fait pas mal de gens à coordonner. Et du coup, tout le jeu, on a des squads qui sont petits, qui permettent d'aller assez rapidement. Et on a une synchronisation toujours. Enfin, c'est une vaste question, hein. Je pense que c'est la problématique de toutes les boîtes.
Et sinon, pour la roadmap, si, je peux répondre là-dessus. On s'est pas mal inspiré des méthodes d'Intercom, qui ont un blog notamment sur le product management qui est assez cool. Il y a une méthodologie qui s'appelle RICE, qui permet de prendre chaque feature, de voir ok, quels sont les bénéfices, quels sont l'impact business, euh, quel est le coût en temps, quel est le degré d'incertitude, quel est l'aspect stratégique de la chose. Et en fait, ça permet donc de définir des scores et comme ça d'avoir une certaine lecture sur les projets qu'on a, enfin les features qu'on a, et à partir de là, d'établir une roadmap un peu plus précise. Et après, ben, tout le jeu, c'est OK, vous avez votre roadmap idéale, et comment est-ce que vous la mettez en parallèle avec vos ressources, qui sont, ben, nous, une des problématiques actuelles, c'est que on est short en développement mobile. Donc, comment est-ce qu'on s'adapte par rapport à ça? Et là, c'est là où les product managers et, enfin, rentrent en jeu pour essayer de réconcilier la roadmap avec, les ressources qu'on a en interne. Alors nous, on fonctionne avec GitLab, qui est grosso modo GitHub mais en open source. Parce que GitHub c'est très bien au début, mais vu que c'est par personne, petit à petit ça grossit, et finalement c'est plus rentable de prendre GitLab. Un peu comme Hugo, nous on est donc en tech dev et pas data science, on est 6. Donc généralement on fait des issues sur GitLab, on se met des deadlines, pas forcément à 1 ou 2 semaines, ça dépend un peu de ce qui est à venir, parce que vu ce qu'on fait, on est quand même vachement impacté par les débuts des compétitions sur certains jeux vidéo, des choses comme ça. Donc on ajuste un peu notre planning comme ça. Et ouais, on fait des rushs de 2, 3, 4 semaines, pas plus de 4 semaines, où on a une liste de tâches découpée de la manière la plus atomique possible. Si ça a de l'impact sur d'autres tâches, c'est que c'est pas assez découpé généralement. Donc ça peut être des trucs qui prennent une demi-heure à faire, hein, c'est pas grave. Et donc chacun, soit tout seul, soit en binôme avec un stagiaire par exemple, ils prennent des tâches, ils les font. Ils passent ça en staging, ils testent, ils passent ça en pré-prod, ils retestent, et à toutes les et on release en continu. On fait pas une grosse release toutes les 2 semaines. Dès que c'est testé, à la fin, ça passe par moi, je regarde et ça part sur la master, et c'est en production tout de suite, quoi. Ok, le prochain topic ce sera team, notamment sur le recrutement et la constitution de l'équipe. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet de tech? Ouais, on va commencer par là. Moi, perso, je fais du sport. Dès que je sens fatigué, j'avance à rien, je vais faire du sport, je vais faire du vélo, je vais courir. Quand je suis en Bretagne ou à Biarritz, je vais surfer. Et ouais, ça. Après, t'es bien pour bosser. Ça permet un peu de se vider l'esprit. Ouais. Surtout, faut pas trop forcer entre guillemets. Il y avait une phrase comme ça. C'est un marathon, pas un sprint. Faut vraiment garder en tête que ça sert à rien de te tuer et de te forcer sur un truc. Il faut vraiment voir à long terme. Après, normalement, tu le découvres assez vite toi-même, de où est-ce que tu es capable d'aller. Effectivement, quand tu es au bord du burn-out, c'est que tu as trop forcé, quoi. Ça va assez vite. On a pas mal forcé, nous, au début. Surtout quand moi, tout au début, j'avais mon lit à environ 2 mètres de mon bureau. Donc c'était pratique pour les temps de transport, mais c'était assez intense. Et en fait, le truc qu'on a découvert au fur et à mesure, c'est jamais on met une balance et notamment une certaine routine. C'est comme ça que d'une, on arrive à capter vraiment nos limites et qu'on arrive éventuellement à les repousser s'il faut. Donc moi, je sais que je vais aller 3 fois au sport par semaine, que c'est le mercredi, enfin mardi, jeudi, vendredi, de telle heure à telle heure. Ensuite, enfin, j'ai vraiment organisé mon agenda en fait pour tacler tous mes trucs. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait au fur et à mesure en testant et en avançant. Et, euh, et il faut se méfier C'est cool les gros rushs, mais parfois c'est dangereux. Et notamment quand un gros rush débouche sur une mise en prod foireuse qui fait tout péter, et ça sert à personne. Donc ouais, essayer de comprendre ses limites, notamment avec la routine,
Après, je pense que pour arriver à ce genre de réflexe et vraiment s'y tenir, faut s'être un peu brûlé. Mais Ouais, je ferai un complément sur ce que vient de dire Hugo. Moi, j'ai vu l'équipe de side de l'extérieur au moment où vous étiez en pleine bourre. C'était la piscine 42 pendant plusieurs mois. Et je pense qu'en effet, tu peux te griller assez vite à un rythme comme ça, même si vous avez tenu quand même pendant plusieurs mois à ce rythme-là, ce qui était assez impressionnant. Ouais. Pas JS, donc moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis passé sur du Go. Non. Bah, il y a un truc qui s'appelle GoTest, qui te permet d'avoir toute ta couverture de tests. Il y a pas mal de conventions, donc c'est ultra facile de tester. Tu peux même tester les concurrences, enfin, si tu as des races. Bon, bref, si tu touches à la même variable depuis plusieurs threads en même temps. Donc, Go est vraiment solide pour ça, et c'est typé. Ah ouais, le JS, je dirais, trouver le bon framework de test, c'est funky. Et ensuite, c'est aussi s'assurer que t'as un type. Enfin, mettre un typage, ça aide aussi, pas mal. Genre Flow ou TypeScript, peu importe. Et faire en sorte que tu un int et un out et que tu saches ce qui arrive, quoi. Et sinon, Mocha, Jasmine, enfin, il y a des trucs qui sont pas mal, quoi. Mais dès que tu changes un peu de framework de l'un à l'autre, tu es obligé de tout reconstruire parce que. Du coup, je fais juste un ajout sur la question précédente, parce que ça m'a fait penser à un truc que j'ai relu il n'y a pas très longtemps. Je pense que vous avez tous entendu parler ici du bouquin Lean Startup d'Eric. Vous dites quelque chose? Ouais. Et en fait, au tout début de son bouquin, il t'explique ce que lui, il a changé entre sa première boîte où il avait tout pour réussir et ils l'ont planté bien comme il fallait. Et sa troisième boîte s'appelait IMVU, qui est une boîte qui a quand même fait en sales 60 millions de dollars qui existe toujours. Il me disait, bah, dans le premier cas, quand je faisais 8 heures de code par jour, j'étais content, je me disais que c'était une journée productive. Et dans la troisième boîte, c'est quand j'en faisais la moitié, qu'en fait c'était une bonne journée. Donc il disait, bah, en gros, je suis devenu bon le jour où j'ai arrêté de faire 8 heures à pisser du code toute la journée. Donc, permet de faire le commentaire sans avoir fait 8 heures de code par jour. Il a peut-être gagné en expérience aussi. Certainement, ouais. Ouais. Alors, n'hésitez pas juste à simplifier s'il y a non-dev dans la salle sur des points techniques. Euh, alors, que ce soit celui qui pose la question ou les speakers. Alors, il y a, il y a un truc funky qui arrive qui s'appelle le GDPR, qui va rentrer en vigueur le 25 mai prochain. Et en fait, qui dit que tu es censé avoir un contrôle sur ce qui se passe dans ta base de données et que tu es censé expliquer pourquoi tu as telle ou telle data. Sinon, avant ça, quand tu montes une boîte, tu es aussi censé, quand tu chopes de la data sur tes utilisateurs, envoyer un fichier à la CNIL et dire voilà, j'utilise ça, j'ai tel service tiers aussi à qui j'envoie ça et ça et ça. Voilà. Après, ça, c'est ce qu'il faut faire, la théorie. Et en pratique, notamment quand tu fais du JS et que tu te retrouves assez souvent avec une MongoDB, donc en NoSQL avec pas forcément de structure, ça va dans tous les sens. Et, et je dirais que effectivement, on s'en rend pas compte au début, mais la data, et notamment la cohérence de la data, c'est un des trucs les plus importants que tu aies. Et mettre en place des processus dès le début pour t'assurer que euh, si à un moment, sur un champ utilisateur, tu as location et que ça contient un objet, et que sur un autre utilisateur, ça contient une string, que ça va péter des trucs. Donc faire en sorte de garder une cohérence et une certaine structure documentée de la base de données, c'est assez important. Et d'autant plus avec les nouveaux enjeux, les nouvelles lois qui vont arriver bientôt euh, concernant la data qu'on récolte par rapport aux utilisateurs, le fait que tu peux avoir un jour la CNIL qui toque chez toi, qui te demande OK, vous avez ça, comment est-ce que vous avez chopé le consentement, pourquoi est-ce que vous le récoltez, voilà. Ça répond à la question ou c'est complètement à côté? OK. La question, c'est quoi exactement? C'est qu'est-ce qu'on a comme base de données chez nous?
Alors nous, on est en PostgreSQL et on essaie de tout séparer. Et ça, c'est vraiment pour la data hot, entre guillemets, qu'on va y accéder souvent. Et on a aussi beaucoup de données. Par exemple, quand on analyse un match, on a environ 200 lignes par seconde qui s'insèrent. Donc ça, tu mets ça dans un Postgre, au bout de 2 jours, il est par terre. Donc on a des Cassandra, des trucs comme ça, qui sont vraiment faits pour la big data, entre guillemets. Et pour le temps réel, on a un truc qui s'appelle RussingDB, qui sert vraiment à diffuser. C'est plus un tampon qu'autre chose, quoi. Moi, je fais un peu un mix des deux. Ouais, genre, j'ai du Postgre pour tout ce qui est user, toutes les données sensibles, où tu as vraiment besoin du relationnel pour avoir une cohérence entre les données. Et d'un autre côté, en fait, par exemple, les conditions météo, je les stocke en JSON dans Aurora DB, c'est le truc d'Amazon. Et parce qu'en fait, là, du coup, le problème du relationnel, c'est que ouais, c'est moins scalable, mais si tu as besoin d'une cohérence dans tes datas, vaut mieux prendre du relationnel comme Postgre, quoi. Ok, autre question sur la techno? Ouais. Une petite question aussi. Euh, si on a déjà recommencé toute l'appli une fois. Et en fait, ouais, bah c'est quand tu recommences, quand tu t'es rendu compte de ta connerie, tu essaies de mettre en place des trucs pour pas le refaire, tu vois. Mais de toute façon, quand tu montes ta voix, je pense que tu vas au moins le faire une fois. Parce qu'au début, tu es obligé de tester plein de trucs, donc d'itérer assez vite, d'envoyer plein de codes, et donc forcément, tu fais du sale. Et au bout d'un moment que tu as trouvé ton produit market fit, bah là, tu recommences le truc, tu le consolides, et puis tu l'améliores et tu gardes la même base, en fait. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on a fait. Ouais, on refactor de temps en temps. Après, c'est toujours le compromis entre avancer et parce que plus on avance, plus on se rend compte il y a des choses qui changent, des schémas qui changent, des trucs que ah putain, on aurait dû faire comme ça en fait. Et donc forcément, il faut toujours garder le bon équilibre entre prendre du temps pour refactorer et en même temps pas oublier que peut-être qu'on va tout recommencer dans 2 mois, donc ça sert à rien de refactorer. C'est un peu délicat, mais enfin, je pense que dans tous les cas, tout le monde est en galère sur ça. Après, nous, on avait un petit truc qui était cool, c'est que vu qu'on était sur du microservice, que ce microservice était globalement soit sur du JS, soit sur du Go, on a une librairie partagée qui est en fait qui est basée sur du Git submodule. Enfin, en gros, on a des librairies partagées qui sont partagées donc entre tous ces microservices. Et dès qu'on a un changement à faire, on va faire un changement juste dans cette librairie qui va ensuite impacter tous les microservices, et y compris enfin, les schémas de base de données, les getters, les setters, que tu veux, tout est concentré à un seul endroit. Et donc ça nous a permis d'éviter pas mal de dettes techniques. Et après, la dette technique, donc il y a effectivement quand on code sale, mais il y a aussi quand tu prends la charge, ou il y a quand en fait, tu as une dette produit que tu dois patcher de manière un peu dégueu pour un truc qui était pas fait pour. Et ça devient de la dette technique aussi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, nous, c'est pour ça qu'on a fait. On avait commencé sur du monolithique, on est passé sur du microservice parce que les microservices sont assez petits pour que le jour où on se rend compte qu'il y a un problème avec, ça prenne 2, 3, 4 jours de le péter, de le refaire et d'effacer la dette technique. Donc on a beaucoup travaillé donc sur les librairies partagées, sur les boilerplates. En gros, essayer de concentrer toutes les best practices qu'on avait accumulées dans la boîte dans des bouts de code, dans des projets qu'on allait pouvoir partager et répliquer autant qu'on voulait, quoi. Ok, dernière question sur le sujet. On passe au prochain topic. Ok, on va passer sur la team. Donc un de tes sujets préférés, Hugo. Sur comment est-ce qu'on constitue une bonne équipe de dev. Donc c'est un peu le chantier général, enfin la question générale. Premier tour, alors pour ceux qui ont eu une équipe, pour ceux qui ont une équipe maintenant, elle ressemblait à quoi? Comment est-ce que vous avez sourcé les mecs? Qu'est-ce que vous recherchez comme critères?
Et après, je passerai aux conneries que vous avez pu faire sur le recrutement. Donc, on est 15 aujourd'hui. Assez logiquement, on a fait beaucoup de recrutement pour ça. Et on a des personnes qui sont parties, des personnes qui sont arrivées. Je dirais que pour faire une bonne équipe, il faut avoir une certaine compréhension de comment on travaille et aussi une adéquation entre ses valeurs et son produit et sa team. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, nous, on sait que le côté un petit peu débrouille, aimer toujours apprendre, toujours s'améliorer de jour en jour, toujours se donner du feedback bienveillant, ce genre de choses, en fait, c'est quelque chose qui définit toute notre équipe et on n'a pas un seul élément, quelle que soit sa seniorité ou quelle que soit sa stack, euh, vraiment différent. Enfin, on se retrouve toujours tous autour de ça. Et ça, on l'a appris au fur et à mesure. Et on l'a appris notamment en faisant des erreurs de recrutement. On l'a appris en passant des entretiens. On l'a appris en travaillant ensemble. Et je dirais que ce qui fait vraiment, ce qui fait qu'on est une bonne équipe chez nous, c'est donc le fait qu'on soit tous d'accord sur les valeurs et la façon qu'on a de travailler, qu'on ait tous participé et qu'on participe tous toujours dans les recrutements qu'on fait les uns les autres. Le fait, par exemple, quand on rentre dans le processus de recrutement chez Side, on a 3 étapes. La première étape, c'est il y a une sorte de script, donc avec des questions qu'on pose, et ensuite une présentation de la team, sa façon de travailler et les valeurs qu'on a. Et tout ça, on l'a fait ensemble. Et donc au fur et à mesure, en fait, où on a en tant que team compris comment on travaillait, qui on cherchait, quels étaient les bons profils avec qui on voulait travailler, en fait, on a créé une certaine cohérence dans cette équipe, ce qui fait que c'est une cohérence qui nous a permis d'avancer vite, de bien travailler ensemble et de tacler les sujets qu'on avait envie de tacler. Il y aura d'autres questions, t'inquiète pas. Ouais, bah, de toute façon, le recrutement, c'est un peu le sujet sensible. C'est tout le monde a envie d'avoir des gens brillants, hyper sympas. Et en fait, toute la difficulté, c'est en un nombre d'entretiens limité, comment est-ce que tu arrives à savoir que ce mec-là, il va se plaire dans ta team? Parce qu'il y a aussi des gens brillants qui sont des connards finis et des mecs hyper sympas qui ont réussi à faire semblant pendant 2 heures et qui sont et qui ça va pas le faire au final. Donc c'est ce problème-là qui est vraiment compliqué et pour l'instant, on s'en sort pas mal, mais je suis un peu moins optimiste qu'Hugo. Pour moi, il y a toujours une part de chance assez grande qui se réduit au fur et à mesure de l'expérience, des entretiens, mais on peut pas passer 20 heures à interroger quelqu'un et forcément, il y aura des mauvais recrutements à un moment. Mais en soi, c'est pas grave. Le tout, c'est de le savoir vite, quoi. Et donc là, actuellement, dans la team, on a eu de la chance. Mais de toute façon, on viendra au meilleur recrutement après. Hein, mais voilà. Et je rajouterais juste aussi qu'un truc qu'on a compris avec le temps, donc il y a vraiment ce côté recrutement qui est très important. Et le fait aussi d'être... plus on est clivant dans qui on est, plus on va apporter... plus soit on va faire fuir les gens, soit on va les faire accourir. Et on va pas avoir de gens tièdes, ce qui est un peu le gros problème qu'on peut avoir. Donc si jamais on est suffisamment clivant et que les gens qui nous rejoignent sont vraiment ultra chauds, parce que en fait ça correspond exactement à ce qu'ils cherchent, c'est là qu'on crée une team qui est vraiment cool, quoi. Quand tu dis clivant, tu peux juste préciser un peu ce que vous pitchez aux candidats? Par exemple, nous on n'a pas envie dans notre team, on n'a pas envie de mecs qui soient juste intéressés par la tech. On a envie de mecs qui comprennent la mission qu'on est en train de faire, qui sont allés faire des missions Cider, qui comprennent l'expérience que c'est. Donc ça, c'est le premier point. On avait aussi à un moment une certaine... on cherchait le clivage sur l'intensité, donc on travaillait beaucoup.
on travaille toujours beaucoup, hein, mais on cherchait un peu à faire peur les gens. Typiquement, c'est pas chez Side que tu vas faire un café terrasse à 16h pendant l'été, clairement pas. Donc ça calmait quand même pas mal de gens. Et après, c'est aussi avec les questions qu'on pose, en fait, on comprend des patterns. Donc on sait que, ok, le mec il cherche plutôt ça. Enfin, on arrive en fait à voir un petit peu des profils types. Et on sait aussi d'ailleurs, au fur et à mesure qu'on avance, on comprend un petit peu qu'est-ce qu'on va apporter à des personnes, enfin, qu'est-ce qui va les intéresser. Nous, on sait par exemple que chez Side, des gens qui ont une forte appétence pour ce qu'on fait et pour notre team, c'est des personnes qui ont travaillé pendant quelques années en SS2I, qui ont délivré des produits et des produits et des produits qu'ils n'ont jamais pu finir, sur lesquels ils n'ont jamais pu pousser à des clients, sans voir ce que ça allait donner. Et donc leur proposer d'un coup la possibilité de travailler sur un produit, de vraiment prendre possession, d'avoir un impact, de dialoguer avec les utilisateurs, enfin de donner un sens finalement au code qu'on fait chaque jour, ça leur parlait beaucoup, quoi. Ça leur parle toujours beaucoup. Ouais, sur le recrutement, sujet extrêmement compliqué. Bon, moi, j'avais pas fait beaucoup, mais en fait, tu apprends au fur et à mesure enfin, surtout que nous, on est une boîte de surf, donc ça paraît cool comme ça et en fait, il y a beaucoup de branleurs qui viennent postuler et et au début, on n'avait pas fait de test technique et j'étais naïf, en fait. Je pensais que les gens, ils savaient coder et tout, alors que des fois, non, pas du tout. Et ouais, en fait, c'est en faisant des conneries, bah, que tu apprends, après pour avoir vu plusieurs étudiants passer de l'université, d'Iputech ou de 42, c'est clair que c'est ceux de 42, enfin, qui sont les plus débrouillards, qui ont une meilleure autonomie, donc franchement, enfin, ouais, je privilégie 42, quoi. Après, sur l'équipe, ouais, enfin, faut vraiment que les gens qui bossent avec vous, ils aient la même vision que vous sur la boîte, sur le produit. Enfin, faut vraiment que vous soyez en phase, quoi. S'il y a un type, par exemple, qui veut pas aller, je sais pas, un truc tout con, qui veut pas aller boire une bière vendredi soir, bah, avec nous, ça va pas le faire, tu vois. Truc très con, mais enfin, voilà, après, c'est des petits trucs comme ça que tu chopes au fur et à mesure. Enfin, je pourrais pas en faire une liste, mais ouais, c'est avec l'expérience, en fait. Et c'est quoi la plus grosse connerie que vous ayez faite, soit en recrutement en tant que tel, soit, c'est-à-dire vous vous êtes rendu compte quasiment sur le moment, soit après, au bout de quelques mois? Moi, premier recrutement, j'avais pas fait de test technique, on avait pris un branleur. Donc on est obligé de se taper pendant 6 mois. Nous, on a eu un départ. Un mec avec qui on bossait, qui était là quasiment au début, un data scientist, qui, de manière assez insidieuse, on l'a pas du tout vu venir, où au final, il y avait en gros une espèce d'ambiance de travail où on travaillait tous 60, 70, 80 heures par semaine. Et lui, il supportait pas ça, mais en même temps, quand tout le monde autour de toi fait 10h, 22h tous les jours, y compris le week-end, bah, tu viens le week-end et tu peux pas partir avant 22h. Et juste, il a fait un burn-out, il a pété un plomb, il est parti, on n'a jamais vraiment eu de nouvelles. Et c'est ça, on a bien merdé. Du coup, vous avez changé la méthode dont vous bossez, enfin, quoi est-ce Ouais, que... maintenant on a un... Alors déjà, il y avait un problème, c'est que forcément, des choses qui paraissent évidentes le sont pas pour les employés, quoi. Notre manière de voir le travail, on a vite compris que c'était pas clair du tout, que si quelqu'un voulait, par exemple, prendre un jour à un moment, bah, il prend un jour. Et toutes ces petites choses-là, finalement, on s'est dit, bon, bah, on va les mettre dans un endroit. Il y a pas mal de boîtes qui font des handbooks. Nous aussi, on va faire un handbook. Donc, on a fait un gros handbook avec plein de règles. Mais même les plus bêtes, genre si jamais et même les points qui sont un peu difficiles à aborder, du genre si j'ai envie de partir de la boîte, qu'est-ce que je fais? Même ces points-là, vraiment les détailler pour que il n'y ait jamais un point qui soit un peu obscur et que les gens juste osent pas demander parce que c'est trop débile, quoi.
Moi, je dirais que c'est l'acharnement thérapeutique. J'ai recruté un de mes meilleurs potes, qui était d'ailleurs aussi mon colocataire, et qui était très bon. Et en fait, on s'est rendu compte assez vite qu'il adorait la boîte, il adorait la team, mais c'était plus un mec de la sécu. Donc, faire du JS, c'était pas forcément son ultra kiff. Mais j'ai essayé pendant quelques mois, enfin, pas mal de semaines, pas mal de mois même, de le garder, de le récupérer parce qu'il travaillait quand même vachement bien. Il y avait une superbe synergie sur les deux autres points. Mais donc, il y avait toujours ce côté, voilà, ce qu'il faisait au jour le jour lui plaisait, enfin, en termes de techno, lui plaisait pas. Et j'ai passé un peu trop de temps à essayer de me voiler la face, à essayer de lui en parler, de le convaincre. C'est une opportunité, on est en train de construire le cœur de la team, etc. Jusqu'au moment où ça a vraiment bien pété. Et j'ai plus entendu parler de lui pendant 8 mois. Donc il me reparle à nouveau maintenant. Ça va. Mais donc voilà, c'est là en fait je dirais que c'est la première grosse erreur de recrutement qu'on a faite, c'est se rendre compte, enfin, te rendre compte qu'il y avait donc nous on a 3 piliers, le côté donc techno que tu kiffes, mission qui doit vraiment être importante et l'équipe avec qui tu dois bien te sentir parce que tu passes quand même pas mal de temps avec finalement. Et donc je dirais que c'est la plus cuisante parce qu'elle m'a coûté aussi bien professionnellement que personnellement. Après, bon, c'est assez chaud à éviter de manière générale quand on se lance dans le truc, mais j'en ai plein d'autres. Justement, sur le sujet du recrutement, donc il y a plein de boîtes qui cherchent à recruter des devs, quelle que soit la stack. C'est quoi ce que vous vendez aux candidats pour prendre les meilleurs? Quand je dis vendez aux candidats, c'est aussi bien pitcher la boîte que le package, salaire, equity, etc. Est-ce que vous payez plus que le marché, moins, la moyenne, etc. En gros, qu'est-ce qui fait que, de votre point de vue, un mec qui est bon, il va venir chez vous? Qu'est-ce que vous lui vendez? Alors nous, on lui vend la vision. Et quand je dis la vision, c'est pas juste là où on veut être avec la boîte dans 3 ans, c'est notre vision, comment elle s'applique à nous personnellement, comment elle s'applique à notre équipe et comment elle s'applique à notre boîte et à notre produit et à ce qu'on a envie de faire à nos utilisateurs. On a aussi donc autour de cette vision, c'est toute notre façon de travailler, le fait qu'on soit transparent, qu'on soit dans le feedback, qu'on soit fair. C'est-à-dire qu'on n'a pas de diva, on n'a pas de négociation, on paye bien. On paye au-dessus du marché, mais un junior, et on est plat. C'est-à-dire qu'un junior Android va être aussi bien payé qu'un junior front. Heu et après il y a des ma il y a enfin, on a une part de variable qui permet aux gens de jouer un peu là-dessus. Mais, en gros, on a une grille pour absolument tout qui est transparente, consultable et construite par toute la team. Et ça, c'est plutôt cool parce que, ça veut dire c'est pas du top down avec genre ça se passe comme ça avec des trucs, genre opaques où on a aucune idée de qui a quoi, qui fait quoi, quelles sont les responsabilités de qui. Tout ça en fait, on a vraiment une espèce d'esprit d'équipe et de transparence et ça va jusqu'au salaire, ça va jusqu'à l'equity, ça va enfin, ça touche tout quoi. Et ça quand on l'explique en général, c'est moi qui fais le 1er call en entretien et c'est ce que j'explique et que j'essaye de mettre en résonance avec les réponses du candidat que j'ai eu en face et ça plaît normalement pas mal aux gens qu'on a envie d'attirer. Alors nous, on paye en dessous du marché, mais on compense par effectivement justement déjà cet aspect un peu ouvert entre guillemets. Nous aussi, on a les fiches de paye, les equity, tout ça qui sont accessibles pour tout le monde. Parce que ouais, ça c'est un peu évident pour les nouvelles startups entre guillemets, mais être dans une boîte où il y a un flou sur qui gagne quoi, où on regarde aux infos, machin, les femmes 20%, 40% moins payées. C'est on veut juste que la question se pose même pas, donc au moins c'est très simple, plus personne n'a honte de son salaire, c'est très bien aussi. Et ensuite, on est dans un domaine qui est quand même assez cool. Je pense que c'est surtout pour ça qu'on arrive à recruter en dessous du marché, c'est que on dit bah tiens toi t'aimes l'e-sport, bah nous on fait de l'e-sport. On regarde League of Legends toute la journée. D'ailleurs, bah, un peu comme toi, j'imagine, on a pas mal de branleurs justement à cause de ça, qui pensent ils vont juste jouer.
Mais bon, ouais, le cadre et la culture un peu gaming aident pas mal à nous démarquer par rapport à un cabinet de conseil qui va lui payer le double, mais bon, c'est un cabinet de conseil, quoi. Ouais, c'est vrai que le cadre, enfin, chez nous, ça aide pas mal aussi. Donc, tu dis une boîte de surf, forcément, ça fait un peu sexy. Mais ouais, si tu veux recruter les meilleurs, je pense qu'il faut bien les payer, les mettre au-dessus du marché, et puis leur filer de l'equity pour vraiment qu'ils soient impliqués dans la boîte. Et que sinon, ça me paraît très très dur de les garder, quoi. Dernière question avant qu'on passe à vos questions. Donc, question courte, si vous deviez bosser pour une boîte en tant que dev, ce serait laquelle? Euh, Alors, ce serait SpaceX, mais il y a 5 ans. Ce serait une petite boîte qui fait des trucs géniaux qu'on n'imagine pas, quoi. Donc, une startup qui lance des fusées, qui fait des avions, ou peu importe. Mais qui n'existe pas maintenant, je pense. Moi aussi, ça serait une start-up, mais pas de nom en tête. Il serait dans la glisse, dans le skate, dans le surf, ou un truc dans le genre. Enfin, un truc qui me plaît vraiment, où j'ai vraiment envie de déchirer dedans, quoi. Peut-être Asana ou Intercom. Je sais pas trop. Ouais. Ouais. Fait par le produit. Parce que en fait, j'ai un gros délire sur la productivité et l'efficacité. Et que, en tout cas, Asana, enfin, ils me sidèrent toujours avec leur cycle de release. Et en fait, j'en sais rien. Ok. Question du coup sur le sujet de la team. Ouais. Ce qu'on a tiré comme leçon, c'est pas d'arrêter de faire du 10-22, c'est d'être clair sur le fait que tout le monde ne peut pas faire du 10-22 et qu'il n'y a aucun problème à faire du 10-18. Tant que c'est clair, il n'y a pas de souci. Pas se sentir obligé ou contraint. Et ce que ça nous a coûté, c'était le premier employé de la boîte, donc on a bien commencé. Et donc ouais, ça nous a coûté énormément. On a pris énormément de retard sur comment on avait imaginé la suite, quoi. On a dû recruter un peu dans l'urgence. Donc voilà. Ouais, ça nous a coûté pas mal. Ah bah c'était vraiment pas un... On n'a rien perdu. C'est juste, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Donc c'est vraiment pas un problème de documentation. Ça n'a rien de technique. C'est vraiment organisationnel, humain. On a juste jamais parlé des sujets importants parce que personne n'ose en parler. Tu sais, c'est un peu comme tu arrives ton premier jour dans un grand groupe. Imagine, tu fais un stage, ton maître de stage, t'as pas envie de partir avant qu'il parte, quoi. Et si ton maître de stage te dit pas tu peux partir et que c'est clair qu'à 18h tu peux partir, bah pour toi c'est un peu flou et t'as pas envie non plus de dire est-ce que je peux partir maintenant parce que tu vas passer pour un branleur, etc., etc. J'ai recruté ma sœur dernièrement. Ouais. Alors, pour le coup, avant ma sœur, j'ai un mec qui a passé la piscine de 42 avec moi dans mon équipe. À partir du moment où tu es clair sur ce que tu attends des gens, et que ce soit n'importe quel niveau, que ce soit en manager, que ce soit en sole contributor, pour un junior, un intermédiaire, etc. À partir du moment où enfin, tu es tellement habitué au feedback que finalement, en fait, tu fais du feedback à tout le monde comme si c'était tes amis, et ils font la même chose pour toi, c'est quand même beaucoup plus simple.
Et donc ça veut dire que ton niveau d'exigence, enfin, tu vas pas faire de si jamais tu fais de la merde, tout le monde le voit. Donc et c'est pas une difficulté de dire à quelqu'un qui fait de la merde. Donc ça fait que tu peux avoir une relation amicale en surcouche, d'une relation professionnelle et à partir du moment où les règles sont claires, ça avance. Et et pareil pour prendre l'exemple de ma sœur qui est en stage, je là, c'est un exemple encore un peu plus extrême, mais là, pour le coup, je la gère pas et j'ai pas participé à son recrutement. Mais si jamais tu as des processus aussi bien au niveau du recrutement qu'ensuite en termes d'encadrement qui sont bien clairs et qui sont connus de tous, c'est beaucoup, beaucoup plus, facile de d'absorber ce genre de trucs un peu funky qui, peuvent être un avantage sur un point, mais qui peuvent être une dette, heu, «humaine» entre guillemets sur d'autres aspects. Ouais, en fait, bah, si ça se passe bien, t'es gagnant, mais si ça se passe mal, tu peux perdre un pote, en fait, tout simplement. Ouais. En fait, on se rend compte que, on sait de plus en plus comment on veut travailler et on le formalise. En fait, quand tu commences à travailler et notamment en team produit, tu as une certaine enfin, tu un peu, une idéologie et tu sais comment toi tu aimes travailler. Mais tu t'es jamais posé un moment, devant une feuille en train de te dire: «OK, faut que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça». Au fur et à mesure que tu avances et notamment que tu avances avec, les gens autour de toi, tu arrives de plus en plus à comprendre qu'est-ce qui nous détermine tous et quand tu arrives à le formaliser, quand tu arrives à vraiment mettre des mots et le entre guillemets, «le donner à tout le monde», c'est là que ça commence à devenir vraiment puissant. Parce que si jamais les gens, ont les mots, genre, par exemple, nous, on a 3 valeurs, c'est «Be obsessed with the experience», «Beyond standards» et «Happily resilient». Et Beyond Standards, par exemple, c'est l'idée qu'on n'a pas envie de faire un truc, on n'a pas envie de prendre une best practice et juste l'appliquer. On a envie de faire quelque chose qui s'adapte vraiment à notre modèle. Et ça, on l'a compris, ça fait un petit moment qu'on le sait. C'est pour ça qu'on a un serveur de développement en interne, ce qui, vous allez voir sur internet, tout le monde dira: «Mais jamais de la vie». C'est pour ça qu'on a des quelques petits trucs tirés de l'agile scrum et qu'on n'appellera jamais ça des sprints ou autre chose. Hem on se fait notre petite tambouille et au fur et à mesure qu'on a avancé, on s'est rendu compte que c'était vraiment ça qui nous, entre guillemets «marquait» et quand on l'a trouvé, ben, toute la team comme ça est alignée là-dessus, quoi. Et et après si jamais ça c'est suffisamment fort, dans les personnes, enfin c'est une cascade, quoi. J'ai aucun doute, ce sera pas forcément avec la même intensité, mais je sais que ces aspects qui sont très forts et très importants pour moi, bah, je vais les retrouver chez, jusqu'au stagiaire, même si je le connais pas. Et après, il y a pas mal de choses, ben, on fait des points produits, on en parle entre nous, on construit les choses ensemble. Donc c'est pas quelque chose qui enfin, c'est pas un individu qui à un moment s'est dit: «Tiens, ça va être comme ça dans toute la boîte maintenant». Vu que c'est quelque chose qu'on a tous construit, c'est quelque chose qu'on s'est tous approprié et c'est un peu la mission de tout le monde de faire en sorte que ça reste aussi puissant, à 5 qu'à 15. Ouais. Nous, on a un outil qui s'appelle Notion, enfin, donc on documente absolument tout dessus, tout le monde le fait. À chaque fois qu'on a un truc, un meeting, on le documente. Donc on met l'agenda du meeting, on met les notes du meeting. Il y a quelqu'un, le dernier arrivé au meeting en général s'occupe, de marquer les trucs. Hem, on a, enfin à chaque fois il y a un responsable. Quoi qu'on fasse, il y a quelqu'un dont c'est la responsabilité. Donc ça veut dire, ça veut pas dire que c'est lui qui va le faire, mais c'est lui qui va s'assurer que ça a bien été fait. Et ça, on l'a pour, que ce soit pour les meetings, que ce soit pour les différents process qu'on a en place, leur mise à jour et on voilà,
voilà, on a une organisation où chacun a un scope, un périmètre de responsabilité qui est clair. Par exemple, dans nos squads, on a des squad leads. Le squad lead, c'est celui qui s'assure de faire en sorte qu'on ait, on ait fait de la R&D avant de balancer une deadline, qu'on ait commencé par les tâches qui sont à haut risque avant de faire les tâches qui sont à bas risque. C'est sa responsabilité aussi, si jamais il y a un retard, de le reporter et qu'on essaie de trouver une solution pour atteindre nos deadlines. Et en fait, de fil en aiguille, quand tu déblayes et que tu responsabilises et que chacun est bien efficace, là, ça fait 4-5 mois qu'on n'a pas manqué une deadline sur, sur toutes nos plateformes, quoi. Nous, notre handbook, on le fait avec Gitbook. Donc, c'est du Markdown sur un dépôt Git, quoi. Et tout le monde y participe. Quand il y a un changement à faire ou qu'il y a même une suggestion de changement, on fait une pull request dessus. Tout le monde se met d'accord. Ok, est-ce qu'on met ça dedans ou pas? Est-ce que c'est important? On valide. Et après, nous, on a tout un CI qui génère un PDF, par exemple, qui est toujours sur la même URL. Donc, on sait que tout le monde a le même lien. Et donc, on a toujours une version à jour, quoi. Ça dépend un peu des boîtes, mais généralement, ça va pas être l'une qui est plus rapide que l'autre, c'est plus l'une qui dépend de l'autre, donc c'est une progression en cascade. Enfin, surtout chez Hugo, j'imagine. Après, c'est une histoire de ressources aussi. Nous, on a une team produit, enfin, on n'a pas une team tech et une team produit. On a une team produit qui est constituée à la limite de product management et de tech. Et quand elle avance, c'est pas genre, enfin, dans le squad, t'as un product manager. Donc il y a pas de, on va dire, il y a pas de bout, genre on n'a pas le design, enfin on n'a pas le PM, ensuite le design, ensuite le dev. Vu qu'on est sur des projets sur lesquels on roule et sur lesquels on a des métriques qu'on a envie d'atteindre, ça fait que c'est assez, enfin, il y a pas d'interdépendance vraiment dure et délimitée, comme on peut avoir dans d'autres boîtes. Enfin, je sais que ça existe, je sais qu'il y a certaines boîtes où les techs sont au taquet et en PM, il y a rien qui sort et du coup, on fait de la refacto tout le temps, enfin ça arrive. Après dans la réalité des faits, suivant les sujets, suivant les ressources que tu as en interne, parfois tu as des mecs qui vont être en avance et après, ce qui est cool quand tu as une roadmap longue comme le bras, c'est que tu as toujours plein de sujets à donner aux gens et c'est comme ça qu'on se débrouille. Ok. Clairement pas. Si j'ai bien entendu, c'est est-ce que je code toujours autant qu'avant, c'est ça? Avant, je faisais 100%. Ensuite, j'ai fait, quand on a commencé à être, je dirais 5-6, je devais être à... Ah non, en plus, c'est même pas vrai. En fait, le truc qui te bouffe du temps au début, et toujours aujourd'hui maintenant, c'est le recrutement. Et c'est faire en sorte que tu comprennes aussi comment tu dois recruter et comment les personnes qui sont dans ta team, comment bien les faire collaborer. Ce qui fait que dès que je crois que 10, c'est un peu le seuil critique. Quand tu as plus de 10 personnes dans ta team, toi, tu as pris le problème à bras le corps et ça passe. Toi, tu es encore en mode de vraiment CTO, juste dans ton coin, en train de coder avec le casque sur les oreilles, et là, ça pète. Et, et aussi, le truc dont tu te rends compte assez vite, c'est que au début, tu pouvais faire des features, des core features, hein, travailler sur un truc vraiment impactant. Et ensuite, au fur et à mesure que tu avances, et tu deviens de plus en plus susceptible d'être interrompu dans tous les sens et de perdre ton focus. Ce qui fait que les gens qui comptent sur toi sont bloqués par toi. En plus, tu suis pas les dernières guidelines, t'as pas complètement codé, enfin, t'as pas complètement testé ton truc, enfin, c'est n'importe quoi. Tu l'aurais pas accepté chez un, mais tu l'acceptes pour toi. Et au fur et à mesure que tu vois ça, donc ton impact qui est potentiellement négatif sur le produit, tu
des tâches et tu te focuses sur d'autres trucs. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, ça dépend des semaines, mais les bonnes semaines, je dois coder 10-20%. Et la plupart des semaines, je code pas du tout. Et ça me manque un peu. Mais, mais ça vient assez vite, quoi. Comment? En fait, ça dépend ça me dérange pas. Et le truc, c'est que les personnes à qui j'ai délégué, c'est des personnes avec qui j'ai travaillé et que j'ai beaucoup, beaucoup codé au début. Donc je sais ce qu'ils font. Je sais comment ils codent et je sais sous quel, entre guillemets, «principe». Et après, le truc, c'est que tu as le CTO et tu as le VP of Engineering. C'est 2 tracks qui sont différentes. Le CTO, c'est vraiment le mec qui va s'occuper de faire ta R&D et d'être à la pointe technologique. Le VP of Engineering, c'est le mec qui va recruter et s'occuper de structurer ta team. Et donc, plus tu avances et plus il faut que tu fasses un choix entre les 2 tracks. Et CTO, tu peux faire des trucs qui sont ultra cool et tu peux continuer à avoir un impact, en termes, tech, R&D qui est très cool pour la boîte. Et VP of Engineering, c'est vraiment genre, comment est-ce que tu peux, façonner ta team et en faire la team, la plus cool du monde, quoi. Et nous, je sais qu'un gros délire qu'on a, c'est donc vraiment essayer de construire une team qui a commencé en tant que junior, mais une team d'excellence, et même une team produit d'excellence et que genre, bientôt on puisse parler de la team side comme on a pu parler de, je sais pas, de Zenly, de Stupéflix, de Captain Train et d'autres teams comme ça à Paris. Ok, on va switcher sur le prochain sujet qui est work, qu'on a couvert en petite partie. C'est quoi les rituels que vous avez avec l'équipe? Vous faites une weekly le lundi, vous faites un daily stand-up tous les jours. C'est quoi un peu vos rituels avec l'équipe? Comment vous structurez la vie de travail de l'équipe? Alors nous, on fait un petit déj le lundi matin où tout le monde parle un peu de... Ça, c'est par équipe. Donc, entre les techs, entre les data scientists, où tout le monde s'accorde sur qui fait quoi, comment est-ce qu'il le fait, est-ce qu'il a des questions. Mais bon, très court, hein, 15 minutes, pas plus. Et à la fin de chaque semaine, on a notre petit rituel qui est qu'on se pose tous ensemble à 19h, tout le monde, toute la boîte. Si un jour on est 60, on trouvera une pièce pour 60 personnes. Et chacun à tour de rôle, on dit les 3 choses qu'on a fait cette semaine, les 3 choses qu'on fait la semaine prochaine, et ce qui va pas actuellement. Et bon, au fur et à mesure, chacun le fait de plus en plus vite, parce que forcément, vendredi 19h, on n'a pas envie de partir à 21h non plus. Mais voilà, on fait ça et mine de rien, c'est vraiment pas mal pour qu'on soit tous au courant de qui fait quoi, même le stagiaire data science, qu'est-ce qu'il a fait, on n'est pas forcément au courant et c'est pas mal comme ça. Nous, on a 2 gros points. Enfin, on a un premier point le lundi matin où devant toute la boîte, on update sur les problématiques qu'on a eues en sales, en opération et en produit, qui est assez généraliste. Et ensuite, chaque squad a un petit peu son meeting de début de semaine pour organiser et voilà, répartir les différentes tâches. Et après, on fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Asana, avec des projets qu'on interconnecte, avec donc des thématiques ou genre choisir telle ou telle deadline. Enfin, en gros, sur Asana, on a absolument toute l'historique et toute la vie qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce qui fait que moi, je sais que si jamais je vais sur un certain projet, je saurai exactement qui fait quoi partout. Et si jamais j'ai besoin de plus de détails, j'ai juste à cliquer sur la tâche et ça m'envoie vers le projet avec tous les détails, quoi. Et ensuite, à la fin de la fin de la semaine, on a un product, on a un point produit où là, l'idée, c'est les éventuels retours, feedback, améliorations qu'on a pu avoir sur notre semaine et qui impactent tout le monde pour le coup. On les partage et on essaye vraiment de synchroniser tout le monde en termes de genre, voilà, il y a ça qui s'est passé cette semaine, il y a tel truc qui était pas cool, il y a tel truc qui était très cool. On pensait faire ça, tel nouveau process pour tacler tel problème, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Mais et après Notion aide quand même pas mal.
Mais on n'a pas de daily stand-up ou ce genre de choses. Nous, c'était un peu pareil qu'on avait des stagiaires, une fois par semaine, chacun disait ce qu'il avait fait pendant la semaine. En début de semaine, on avait une réunion avec la team Android et après une autre réunion avec la team iOS pour définir les tâches à faire dans la semaine. Et voilà. Sinon, avec les fondateurs, les 3 fondateurs, enfin 2 associés plutôt, on se réunit une fois par semaine pour évoquer tous les retours auprès des users qu'on a pu avoir et puis après essayer de définir ensemble quelles features on va envoyer en développement. Ça fait lien du coup avec une autre question qui est récurrente, surtout quand tu fais du B2B. C'est à quel point est-ce que vous arrivez à gérer l'interaction entre l'utilisateur final et l'équipe de dev? C'est toujours un sujet de conflit. Il y a beaucoup de devs qui veulent pas avoir d'interaction avec l'utilisateur final. Comment est-ce que vous gérez ça? Nous, il devait faire du support pendant un moment. Bon, on a arrêté parce que ça quand même, tous nos devs n'écrivaient pas le meilleur français du monde aussi. Petite problématique. Mais non, vu que nous, on a vraiment ce focus utilisateur expérience, en fait, les devs, quand ils ont des problématiques, typiquement en ce moment, on a une problématique sur les notifications. Et c'est notre data scientist slash backend guy qui va faire le tour des opérations, qui va demander des trucs, qui a eu une liste de bêta-testeurs et qui allait interagir avec ces bêta-testeurs dans nos siders pour tacler son sujet, quoi. Donc, vu que nous, le côté expérience utilisateur est vraiment, vraiment important, on peut pas avoir des devs qui sont vraiment cloîtrés derrière leur écran et qui ont pas envie de savoir, ce qu'ils sont en train de coder et pourquoi ils sont en train de le coder. Ouais, nous, nos stagiaires, pas de support avec les users, c'était nous qui nous en occupions. Parce qu'en plus, ils n'étaient pas surfeurs, donc nous, on comprenait mieux les users. Et donc après, on leur disait clairement, on a eu ça comme retour, on a eu ça, machin nous a dit ça, on fait ça parce que on a eu beaucoup de retours sur ça, et donc ça marchait comme ça. Nous, on a notre alias support, c'est toute la tech. Donc même s'ils répondent pas, ils se prennent 10 mails par jour de support, de gens pas contents. Et au pire des cas, ça les motivera, quoi. Ok, et sur la capacité de l'équipe à exécuter, comment est-ce que vous suivez la productivité, l'efficacité de votre team? C'est quoi les métriques que vous suivez par exemple? Nous, on utilisait Trello, donc c'était assez facile de voir où chacun en était. On avait une liste de tâches dans To-Do, sûrement vous connaissez, et puis dans travailler, il mettait la tâche dans Doing, et puis après, quand c'était fait, c'était dans à tester, quoi. Comme ça, tu sais très bien qui bosse sur quoi, et puis ouais, toute la team y avait accès surtout. Du temps à délivrer? Comment est-ce que tu t'assures que ce que le mec a délivré est de bonne qualité? Après, c'est moi qui teste, et puis je dis si c'est bon, si c'est à refaire, tout simplement. Ouais, pareil, avec GitLab, on arrive à voir à peu près qui fait quoi. Moi, je review tous les codes de toute façon. Et je sais exactement qui doit faire quoi dans combien de temps. Après, effectivement, c'est du micromanagement, hein. On est 6. Peut-être Hugo avec 15 personnes, ça commence à être plus dur. Mais pour l'instant, je trouve ça très bien parce que justement, ça permet de pas prendre de distance par rapport à ça. Nous, on a plusieurs trucs. Première chose, c'est on surveille les deadlines, qu'elles sont respectées. Après, on le fait parce que, sans vouloir mettre la pression, mais parce qu'on sait les gérer aujourd'hui. On check aussi la stabilité. Donc, on a des trackers, des KPI sur tout ce qui est downtime, sur le nombre de bugs et leur intensité. On a 3 à 4 types de bugs. On a genre les P0, P1, P2, P3, suivant les priorités. Chaque bug a un certain poids. Et donc tout ça, en fait, on le track. Donc c'est un petit peu finalement la stabilité du produit et un petit peu la prédictabilité. Merci. Et après, l'autre truc, en fait, le truc principal, ça c'est, on va dire, 15-20%. Et le truc principal est toujours un petit peu en accord avec le fait qu'on soit pas une team tech, mais une team produit, etc.
c'est qu'en fait, on traque surtout les performances des features qu'on fait. Par exemple, je sais pas, le taux de candidature aux missions, le taux de clics, heu, le fait qu'on ait, gagné tant et tant de temps sur telle métrique et ça, tout le monde, en fait, est incentivé sur la chose et en fait, c'est ça le plus important pour nous, c'est est-ce qu'on a réussi en étant stable et propre, et capable de scaler sur la tech, est-ce qu'on a réussi à répondre à nos objectifs, utilisateurs et business aussi? Ok, dernière question là-dessus, après on pourra passer aux questions finales des participants. Un des gros enjeux, que tu sois étudiant ou que tu le sois plus, c'est de continuer à se former. Mais toutes les boîtes disent qu'elles veulent laisser du temps aux devs pour bosser sur des side projects, pour se former, etc. Concrètement, ça se passe comment chez vous? Nous, c'est vrai qu'on a des stagiaires, on n'a pas dégagé de temps pour ça. Après, moi, je me forme perso sur le soir et le week-end sur un sujet qui m'intéresse ou pas, quoi. Notamment le machine learning. Nous, on a un mec back-end qui fait de la data science maintenant et on a, notre premier employé est passé d'abord de front-end, ensuite à PM et est retourné dans la tech maintenant. Mais en gros, hem, c'est quelque chose qu'on doit encore travailler parce que donc comment est-ce qu'on contrôle les trajectoires personnelles, dans l'entreprise? Quand on a 2 ans d'expérience, c'est un peu difficile d'avoir encore beaucoup de recul sur la chose. Mais nous, il y a enfin, c'est un de nos enjeux, c'est de toujours continuer à se former et de toujours avoir envie de progresser sur des trucs qu'on a identifiés où on voulait progresser et et si jamais c'est en adéquation, en fait, avec, nos objectifs de boîte, eh ben, on permet aux personnes de le faire et même s'il peut y avoir une baisse de qualité ou quoi et un autre exemple, ben, c'est on a une machine de guerre en front qui s'appelle Marion et qui avait, une certaine, timidité et qui voulait voir comment elle pouvait performer en management, ben, on l'a mis en squad lead et avec du feedback et avec un suivi et enfin, vraiment essayer de faire en sorte qu'elle prenne son rôle et qu'elle maîtrise bien et c'est ce qu'elle a fait, quoi. Elle est surpuissante. Bah, nous, c'est un peu pareil, hein. Si quelqu'un a envie de faire autre chose, entre guillemets, il fait autre chose. Après, on n'a pas non plus de temps dédié pour ça. Ça, je pense, c'est un luxe qu'on peut s'autoriser quand la boîte est grosse, rentable. Tout ça, je pense pas que Google, Facebook, ils aient une journée par jour quand ils étaient 20 employés. Mais ouais, c'est hyper important. C'est hyper important que n'importe qui puisse, bon, dans les limites du raisonnable, puisse suivre ses passions. Enfin, ouais. Ok, on va passer du coup au Q&A final. Donc, si vous avez des questions sur l'ensemble du sujet qu'on a couvert ou ceux qu'on n'a pas couvert, vous voulez aborder, ouais. Euh, on code review par deux. C'est-à-dire que par exemple, s'il y en a un qui fait une pull request, il y en a un autre qui va code review et moi je vais review la code review. Ouais, ouais. Mais bon, un jour j'aurai un lead dev qui sera meilleur que moi et à ce moment-là, c'est lui qui sera l'échelon final. Faut que quelqu'un ait raison à la fin, sinon on s'en sort pas, quoi. Ouais. Ronan. Bah non, nous on a des spots dans tout le monde en fait, on a pas mal scrappé. Du coup, on a récupéré des infos partout dans tout le monde. Mais c'est vrai que 80-90% de nos users, ça reste des Français pour l'instant. Nous, on a la chance d'avoir une marketplace locale, donc ça veut dire que
tu peux pas avoir des utilisateurs dans le monde entier si tu as pas d'émissions à leur fournir. Et on s'est lancé d'abord en France, on est aussi à Londres, donc on a pas mal de missions à Londres. Mais en fait, nous, la problématique, c'est pas genre le pays, c'est plus la ville. Donc c'est comment est-ce qu'on va lancer une ville après l'autre. Et ensuite, ben, ta ville elle est dans un pays, tu as un cadre légal, c'est comment est-ce que tu t'adaptes à ça, quoi. Mais on est en France et on est en Angleterre. Après, enfin, notre marché principal aujourd'hui reste la France, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Reddit? Hacker News, ouais. En vrai, tu vas sur internet et tu regardes là où ça. Enfin, non, si, il y a des trucs, il y a des agrégateurs, tu vas voir quel repo, quel techno font parler d'elle. Les meet-up aussi sont un bon endroit. Enfin, vu qu'il y a, tu peux mettre des stars à peu près sur n'importe quoi, que ce soit sur Stack Overflow, que ce soit sur GitHub, que ce soit même dans les meet-up. Tu peux voir un petit peu quels sont les trends. Et après, ah ouais, après il y a Hacker News, il y a les fils Reddit qui vont avec. Voilà. Euh, Ouais, si tu passes du temps sur Reddit, déjà 2 heures, pour essayer de voir les différents sujets qui t'intéressent, etc., après, ça te fait quand même une bonne source d'information. Ouais, t'en as trop en fait. En complément de ça, c'est quoi si vous, ça peut être un bouquin, un podcast, un truc autre qui vous a marqué dans peut-être une méthode de management, une méthode de dev, si vous deviez choisir une ressource dans la to-do liste des ressources à lire pour un entrepreneur ou écouter, c'est quoi le truc qui vous a vraiment marqué? Ou un conseil qu'on vous a filé? Moi, il y a un podcast que j'ai découvert il y a pas longtemps, ça s'appelle Nouvelle École. C'est un type qui interviewe des. Enfin, il n'y a pas que des entrepreneurs, il y a des comédiens, des artistes. C'est vachement intéressant. Puis, ouais, ça... j'ai jamais entendu quelque chose enfin, comme ça, en fait. Vous avez entendu parler de Nouvelle École? Ok, donc c'est une chaîne YouTube qui est montée par Antonin Archer, et qui est vraiment bien. En effet, il n'y a pas que des entrepreneurs. Et c'est hyper instructif. Il y a même le mec du wagon, et pourtant je fais la pub de la chaîne. Ah, là, comme ça, j'ai pas grand-chose qui me vient en tête, hein. Sur, sur les bouquins, soit de code, les bouquins de code, moi je préfère vachement plus aller sur des Open Classroom, des choses comme ça, qui, pour prendre un truc from scratch, ils sont absolument géniaux. Et pour les entrepreneurs, tous les bouquins de Peter Thiel ou les Lean ou les machins, c'est quand même très gros, je trouve. Enfin, personnellement, j'aime pas trop ce format-là. Mais il y en a plein qui disent que c'est génial, donc j'imagine que c'est très bien. C'est- Moi, j'ai plus de bouquins pour côté business et management et recrutement. Je dirais j'en ai plusieurs. Il y a Five Dysfunction of a Team que j'aime bien. Donc c'est un bouquin qui parle en fait comment est-ce que ta team, quels sont les biais naturels, et ça se passe en forme d'histoire, donc c'est plutôt bien foutu, ça se lit bien, et qui te permet de détecter les trucs qui peuvent te plomber une team. Et ben, quand effectivement ça t'est arrivé un jour d'avoir une team plombée, tu comprends la douleur. Après, tu as A Method for Hiring, euh, qui est aussi un classique, mais ça c'est vraiment sur du recrutement, c'est pas très funky. Euh, Si, il y a. En vrai, c'est des bouquins pas drôles, hein. Quand je dis ils sont de gros, c'est pas qu'il faut pas les lire, hein, il faut les lire, hein. Lean Startup et Zero to One, il faut les lire. Mais c'est chiant, quoi. C'est juste 500 pages un peu business, entrepreneur, les règles, les checklists, les machins. Et sinon, il y a des blogs qui sont vraiment cool, notamment le blog du fondateur de Stack Overflow, sur, toujours sur des problématiques management, RH, ou même
qui prend un peu les deux côtés de la balance. Non, il y a plein de blocs qui sont pas mal. Ok, autre question? Ouais. Ouais. Bah, je vais apprendre Android et puis je vais faire. Ouais, c'est deux trucs à gérer. Sauf si tu fais de l'hybride, mais l'hybride encore, je recommande pas. Et en fait, on a décidé de faire uniquement iPhone, enfin iOS, parce que au début, on s'est dit, quitte à avoir un produit clean, autant d'abord développer une plateforme, et puis après le copier sur l'autre. Et donc, on va arriver dans cette phase-là, justement, de le copier sur Android. Parce que si tu as les deux à gérer, qu'à chaque fois que tu dois faire des retours sur les deux, ça te prend vachement plus de temps, tu itères moins vite, et tu mets plus de temps et ça peut te planter ta boîte, en fait, tout simplement. Ok, d'autres questions? Ouais. Bah, nous, par exemple, on a vu un écho comme quoi un investisseur qui qui était intéressé par nous, il avait déjà investi dans une autre boîte et il avait fait dégager un des cofondateurs. Quand on a su ça, on s'est dit, bon, on n'a pas envie de se faire, nous trois, de se faire dégager, donc on s'est dit, non, on va pas prendre son argent. Si jamais le mec il est en train d'essayer de t'expliquer la vie alors qu'il a rien compris à ton business, en général, c'est pas bon signe. Et en fait, plutôt que. Enfin, tu as l'investisseur qui t'amène l'argent, mais après, tu as aussi l'investisseur qui t'amène l'argent et l'expertise et les contacts. Et ça, c'est vraiment cool. Et je sais que nous, typiquement, un de nos investisseurs historiques, le mec, c'est un ancien de chez Google qui a travaillé pendant 8 ans chez eux, qui était d'abord en seul contributeur, ensuite en manager, ensuite en manager de manager. Et en fait, il m'a connecté à plein de gens de là-bas et avec qui j'ai pu avoir des discussions et des feedbacks sur notre archi, notre organisation et tout ça. Et donc, ça n'a pas de valeur, quoi. Parce qu'effectivement, il t'amène l'argent, mais ensuite, il t'amène aussi le conseil, il t'audite un petit peu au passage, mais c'est vraiment très cool, quoi. Et après, ça peut être un luxe, mais si. Nous, par exemple, ok. Un autre point, c'est tes investisseurs, ils ont un portfolio, ils ont une spécialité. Nous, on sait qu'on est une team produit et on est vraiment focalisé sur le produit. Et c'est pour ça que dans nos investisseurs, on a choisi un fonds d'investissement qui s'appelle Connect Ventures, qui a investi dans Typeform, qui a investi dans CityMapper et qui a investi dans Boiler Room, enfin dans des boîtes qui sont très 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 produits et très axées là-dessus. Donc c'est aussi donc la relation que tu peux avoir avec eux et aussi la force de frappe qu'ils peuvent t'apporter aux besoins. Une question? Ok, on est bon, on s'arrête là du coup. Bah merci à tous les trois pour le talk, je peux vous applaudir. Je vais faire une annonce du coup, mais qui est plutôt orientée dev, mais même non dev. Il se trouve que l'un de nos profs, Eduardo, est membre de la core team de Vue.js à Paris. Donc on va faire un meet-up d'ici la fin de l'année à Aeronac, Vue.js. Donc évidemment, vous serez les bienvenus. Évidemment, on l'annoncera sur le meet-up. Mais du coup, on pourra se retrouver là-bas avec plaisir. Du coup, merci d'être venu et à très bientôt.